tu me dis quand ça marche, et si ça marche surtout. Alors, Nous raccrochons. Ah. est-ce qu'on voit ma tête d'abruti collée avec de la merde sur mon crâne de poisson? Est-ce qu'on voit quelque Oui, chose? on la voit. On la voit, Oui, super. on la voit et on t'entend. Ah merde, on m'entend, au secours. Bon bah bonsoir tout le monde, hein. Content d'être là avec vous et de participer à ça, je trouve ça chouette. Je vois la somme s'afficher juste sous ma tête, c'est dingue, hein. 15 169, c'est plutôt cool. Alors par contre, je n'ai pas sur mon OBS le chat, donc bah, je compte sur toi pour me dire ce qui se Ouais, passe. t'inquiète. Parce que moi je vous vois juste en Le tout chat, petit t'inquiète. derrière les icônes, donc je pourrais pas vous lire. Si vous m'apostrophez, si vous me parlez directement, vous me posez une question, bah Klitsch, tu pourras faire le relais? Ouais, pas de Ok, je prendrai du temps pour vous répondre. Alors ce soir, je vais vous lire des trucs qui sont probablement hors du sujet de la journée, quoique, à vrai dire, si on en croit à Leibniz, rien n'est jamais hors sujet, tout est plus ou moins connecté à toutes sortes de choses. Alors j'ai décidé de vous amener quelques bouquins, je vais vous montrer un peu ce que j'ai et vous dire par quoi peut-être je vais commencer. Je pense commencer par ça. Aby Warburg, qui est un historien d'art de la fin du 19e, du début du 20e, que j'aime particulièrement, qui est important, je pourrais Alors, vous en attends, parler. Aby Warburg. Euh, montre bien la. ah, si j'écris dans le chat, est-ce que vous voyez les trucs s'afficher? Je vais l'écrire, tu me dis si ça marche. Si au moins vous voyez ce que j'écris, bah, c'est pas mal. Hop, j'ai accès à mon clavier. Est-ce que ça marche pour vous? Ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air? Bon, eh ben on laisse tomber. Bon, ça veut dire que j'ai pas accès depuis mon OBS au chat, c'est pas grave. Donc ça sera peut-être Aby Warburg pour commencer, comme ça on verra plein d'images ensemble, on ira se balader à Ferrare. Sinon, je vous ai amené Paul Veyne, un grand classique de l'histoire hellénistique, mais là c'est un truc plus général, plutôt de l'épistémo. Comment on écrit l'histoire? Donc on pourra parler un peu de ça, où il a écrit aussi dans ce bouquin sur Foucault. Sinon, je vous ai amené Gisèle Ginsberg, Joël et Patron, pour se détendre au cas où on a envie de s'énerver tous ensemble. Je vous ai amené Paul Vaclavitz parce que c'est toujours assez rigolo. C'était un vieux spécialiste de la communication dans les années 60-70. Et sinon, quelques bouquins d'histoire de l'art, notamment du Jean Wirtz, que j'aime particulièrement pour vous le faire découvrir si jamais vous aviez envie de poursuivre les lectures en histoire de l'art. Un petit truc sur le nihilisme de fait qui est plutôt chouette à propos des rapports de Heidegger et du sérieux de sa théorie prise dans les pinces analytiques de son passé nazi, évidemment. Et un très très beau livre. Je vous les montre comme ça. Si je vous les lis pas, peut-être ça vous donnera envie de les lire, que vous connaissez peut-être déjà. La Horde d'Or, qui est une petite merveille, et qui relate l'histoire de la vague révolutionnaire et très créative, comme il est dit, en Italie, de 1968 à 77. Il est évident qu'en 2 heures... Non, je peux pas vous lire tout ça en 2 heures. Je vais forcément lire que des petits bouts, mais je préfère toujours... Je fais ça sur la chaîne en général. J'amène beaucoup trop. Et puis comme ça, au gré de l'humeur, eh ben, je choisis. Voilà, je vois. Mais là, j'ai envie de vous parler d'abord un petit peu d'histoire de l'art. J'entends pas la musique, il n'y a pas de retour de la musique. Comment ça se fait? Je vous avais fait une jolie playlist. Ah, c'est pour ça. J'ai oublié de la lancer, je suis con. Je vous ai choisi un petit programme classique, enfin classique pour moi, peut-être pas pour vous. C'est de la musique essentiellement des années 60-70 du GRM, des gens que j'aime bien. Il y aura du Parmigiani, du Guy Reibel, un peu de Xenakis, et on finira sur Eliane Radigue. Voilà. Eh bien, moi, je vais commencer peut-être par vous montrer des images. On va parler de ces images et essayer de suivre un petit peu Aby Warburg dans son histoire de l'art. Hop, alors évidemment, mon setup est pensé comme ma tête est faite, c'est-à-dire n'importe comment. Donc forcément, il y aura des cafouillages. Mais bon, on va apprendre à se connaître. J'espère que vous me pardonnerez. Donc là, on est en train de regarder le Palazzo Schifanoia, qui est à Ferrare. Ferrare, c'est en Italie, c'est en Émilie-Romagne. Alors, si vous ne savez pas comment est foutue l'Italie, au nord de l'Italie, vous avez, à peu près au milieu au nord, vous avez la Lombardie. Un peu juste après, vous avez la Vénétie, à l'est, où il y a Venise. Et bien, dessous, c'est l'Émilie-Romagne, avec la ville de Ferrare, qui est proche de la Vénétie. Attendez, hop, je tripote mon son. Alors, juste une question pour toi. Ouais, dis-moi. Quel titre je mets à ton live? J'avais appelé ça Par la bande. Eh ben, on va appeler ça par là. Parce que je regarde un peu tout, toujours à travers le filtre des bandes dessinées. Donc j'ai l'impression d'être toujours plus ou moins par la bande. Voilà. Donc là, ce que vous entendez, c'est Bernard Parmigiani, le héros de mon adolescence.
Donc, Aby Warburg a écrit sur les fresques de cet endroit, de ce Palazzo Schifanoia. Ce palais a été construit au XVe siècle, je crois que c'est vers 1470, quelque chose comme ça. C'était tenu, le Ferrare est une école un peu particulière dans l'histoire de la Renaissance. On est très très habitué à voir la Renaissance florentine, alors c'est celle qu'on connaît le mieux en France. On est habitué à se balader dans la Renaissance vénitienne un peu, mais en fait de Venise on connaît surtout l'art du XVIe siècle, pas tellement ce qui se passe avant. Mais ça c'est parce qu'on vit en France et qu'en France on s'intéresse qu'à des tout petits bouts de l'histoire de la peinture italienne et c'est bien dommage. Donc on connaît mal par exemple l'école dite école d'Este, l'école de Ferrare, l'école qui suivait la famille d'Este. Et les Est ont composé autour d'eux, les d'Est ont composé autour d'eux une espèce d'équipe étonnante d'artistes qui ressemblent à aucun autre. Si vous êtes un tout petit peu familier de l'art italien du 15e, vous connaissez peut-être Mantegna. Et ce serait ce qu'il y aurait de plus proche dans la culture un peu plus populaire de la Renaissance italienne en France, de ce qu'on va regarder ensemble, à savoir cette fameuse école de Ferrare. Parce que d'une certaine manière, Mantegna n'est pas loin d'eux. Il y a plein de choses qu'il a en commun avec ces gens. Alors, ces gens, qui sont-ils ? Il y a Del Cosa, il y a Cosmetura, qui est mon petit préféré, et Ercole de Roberti. Alors, c'est une forme artistique très étonnante qui, au premier regard, fait peu penser à ce qu'on s'attend de voir de l'Italie, c'est-à-dire une forme d'art assez torturée, assez noueuse, avec des corps impressionnants par la puissance expressive qui s'en dégage et qui fait beaucoup plus penser, pour ceux et celles qui sont habitués à rencontrer un peu la peinture plus ancienne, qui fait penser à l'art allemand plutôt. Vous voyez, la peinture de Grunewald, la peinture de Dürer, ou ce genre de choses. Mais c'est aussi parce qu'on n'en est pas si éloigné. Quand vous vous rapprochez du nord de l'Italie, si par exemple vous alliez un jour au musée, à la Pinacothèque de Vérone, Castelvecchio il s'appelle, qui est un très chouette endroit, vous découvririez que depuis des siècles, depuis le XIIe siècle, dans cette région-là, on produit un art qui n'est pas très éloigné de l'art allemand par la violente puissance expressive qui s'en dégage, qui est saisissante, on va dire, par son côté un peu germanique finalement. Et à Ferrare, il y a un peu de ça, on retrouve quelque chose de cet ordre-là. Donc, qui a écrit sur ce Palazzo Schifanoia ? C'est Aby Warburg. Aby Warburg, c'est un homme important dans l'histoire de l'art, qui a une histoire assez étonnante. Bon, je vous la fais très courte, on ne va pas passer non plus la soirée là-dessus. Mais Warburg, c'est plus ou moins le fondateur de ce qu'on va appeler l'iconologie. C'est une approche complètement différente des œuvres d'art, à la fois par leur inscription historique, c'est-à-dire la façon dont elles sont produites, mais conditionnellement, quel est le cadre social dans lequel elles sont prises, quels sont les liens des artistes avec leur environnement politique, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup questionner les relations des gens comme Ghirlandaio avec les Médicis et comprendre tout ce que ça peut avoir d'important pour mieux piger sa peinture. Moi je suis un grand fan de Ghirlandaio. Pourquoi telle ou telle figure y apparaissent, qu'est-ce que ça veut dire de la culture qu'il a en commun avec son environnement intellectuel. Et l'iconologie se penche aussi d'une autre façon que l'iconographie sur la question du sens. Warburg, il a une vision très personnelle comment on pourrait dire ça, d'une certaine permanence du sens dans l'histoire. Et ça, c'est assez beau. C'est-à-dire qu'il pense que les œuvres sont traversées pas seulement par les évidences de l'histoire qui leur est proche, mais aussi par des spectres. Les spectres d'histoire qui sont parfois lointaines et dont leurs auteurs eux-mêmes ne sont pas forcément les maîtres, tout simplement parce que toute histoire est une histoire des spectres. À vrai dire, quand vous traversez un musée, vous traversez un espace fantôme. Et l'idée, c'est que les tableaux eux-mêmes sont, en quelque sorte, des espaces spectraux, des espaces fantomaux, dans lesquels surgissent et ressurgissent des fibres du passé.
Warburg a constitué une forme d'approche et du coup de savoir par l'image assez étonnant. Il a constitué ce qu'on appelle l'Atlas Mnemosyne, un énorme corpus d'images assemblées qui viennent du monde entier, des photographies, toutes sortes de choses qu'il adore poser les unes à côté des autres pour stimuler ce qu'on pourrait appeler son imagination historique et mieux comprendre qu'est-ce que les formes font entre elles et qu'est-ce qu'elles réveillent d'une certaine façon la communauté des histoires et des visions du monde entre les différentes périodes et les différentes parties du monde. Ce travail-là peut encore être vu aujourd'hui parce que après la mort de Aby Warburg dans sa bibliothèque qui doit être à Hambourg, on a réuni tout ce merdier. On peut parfois voir d'ailleurs des éclats de l'Atlas Mnemosyne en France. C'est des choses qui voyagent parfois. Et vous pouvez en tout cas visiter cet endroit qui est la Kulturwissenschaftliche Bibliothek de Warburg, la bibliothèque de culture et de sciences de Warburg à Hambourg. Et cet endroit reflète le travail assez ahurissant de Warburg. Et pour la petite histoire, Warburg souffrait de troubles psychiques très durs et il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Et la sortie qu'il en a fait est assez étonnante. C'est-à-dire qu'il a fait une sortie de l'HP par une démonstration d'intelligence et d'érudition. C'est un drôle de pari parce qu'évidemment, l'intelligence et la folie sont évidemment pas contradictoires, mais pendant des siècles, on a pensé que si. On a superposé la bêtise et la folie pendant très très longtemps. Ce qui n'a pourtant rien à voir. Salut Clem Lelu, bienvenue à bord. Et du coup, Aby Warburg a voulu démontrer que s'il pouvait faire une conférence à l'intérieur de l'HP, devant des docteurs, devant les malades, devant tout le monde, et que cette conférence était satisfaisante sur le plan structurel, méthodologique et intellectuel, alors ça prouvait qu'il était pas fou. Évidemment, tout ça n'a pas énormément de sens d'un point de vue clinique, on va dire, mais il a fait cette conférence qui est brillante, dont on connaît le texte. C'est une conférence qui était consacrée aux Indiens Hopi et à la danse du serpent, qu'il a rapproché du Laocoon, qu'il a rapproché de plein d'autres pièces historiques. Alors le Laocoon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est cette sculpture antique où le comment je sais plus qui meurt. Merci. Agnès, ma compagne, m'amène un bouquin de Ludwig Binswanger sur Aby Warburg. Là. En fait, c'est leur correspondance. Ah, la correspondance de Ludwig Binswanger et Aby Warburg, la guérison infinie. Ça, c'est son psychiatre, en fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je disais juste avant, je ne sais plus. Ah oui, je vous parlais du Laocoon, c'est ça, qui est une sculpture extrêmement importante dans l'histoire de la Grèce antique et aussi dans l'histoire de la Renaissance parce qu'elle va énormément influencer la Renaissance. Donc c'est la mort de Laocoon et de ses fils qui, je crois, sont assassinés parce qu'ils n'ont pas sacrifié un animal à Poséidon, si je me souviens bien. Et du coup, la sculpture est connue parce qu'elle est extrêmement impressionnante. Klitsch essaie de te parler, mais il est trop bas. Ouais. Ah. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, mais je t'entends de très très loin. Ouais, mais alors ça, c'est bizarre. Vas-y, parle. Dis-moi. Là, tu m'entends. Ouais, je t'entends. Mais ça doit pas venir de toi, du coup, puisque les gens du chat aussi, depuis tout à l'heure, me disent ça. Ouais, dis-moi. Est-ce que là, vous m'entendez normalement ou pas? Ça n'a pas de sens. Oui, on t'entend. Qu'est-ce que tu... Et on m'entend bien ou pas? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, du coup, alors non, les gens me disent qu'ils ne m'entendent pas. Comment se fait? Alors, attendez, je peux faire ça, je peux augmenter un petit peu mon volume, j'ai peur que ça crache. Est-ce que là vous m'entendez? Ouais. Ouais, oui, mais a priori le chat ne m'entend pas. Bon, les gens, est-ce que vous entendez Klitsch? Ok, surprenant. Donc Bah écoute, je ne sais pas. Vous savez ce que je vais faire? Je reviens, je vais redémarrer Ok. mon truc de gestion du fond et j'arrive. Ok.
Je poursuis. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ben, je ne sais plus. Ah si, le tortueux serpent du Laocoon était comparé... Ah bah, ce que je peux faire, je suis con. Puisque j'ai mis mon écran, je peux tout à fait vous montrer cette sculpture, qui a été énormément pastichée, qui a pris une telle place par ailleurs dans l'imaginaire de la Renaissance qu'elle a même fini par exaspérer énormément. Et Titien a fait une parodie du Laocoon avec des singes. C'est vous dire à quel point... ce chef-d'œuvre antique, une fois qu'il fut découvert, avait pris trop de place. Je vais pouvoir vous montrer ça. C'est ça le Laocoon. Voilà. Et dans sa conférence, Aby Warburg a comparé ce Laocoon au serpent qui se tord dans la bouche des Indiens Hopis. Donc, Warburg va sortir de l'HP grâce à cette incroyable conférence. Et Warburg, disais-je, donc a écrit sur ce palais que vous voyez, qui est le Palazzo Schifanoia. Alors, pourquoi il s'est penché sur ce truc? Il s'est penché parce qu'à l'intérieur de cet endroit, il y a des fresques absolument ahurissantes qui ont été réalisées par l'école de Ferrare dont je vous parle. L'école, alors je ne sais pas si on peut voir le côté animé. Je vous ai chopé une petite animation qui montre un petit peu normalement l'intérieur du... si, ça bouge. Donc qui est décoré par Del Cossa, par Ercole de Roberti, par Cosmetura. Et c'est... alors je vais peut-être couper le son parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Est-ce que je peux le couper là-dessus? Ouais, on t'entend, Clic. Toi, tu m'entends, mais Voilà, je coupe le son, dont on n'a pas grand-chose à faire. Et là, vous voyez, c'est l'intérieur de la salle qui est illustrée par la fresque des mois. Et cette fresque était considérée plutôt énigmatique par les historiens d'art, plutôt confuse, plutôt barbare et bordélique. Et Aby Warburg a complètement renversé l'approche iconographique en osant y impliquer une lecture, c'est ce qu'on va entendre ensemble, hein, c'est ce que je vais vous lire, une lecture qu'on n'aurait pas, d'une certaine façon, acceptée éthiquement, vu la haute opinion qu'on se faisait de la Renaissance italienne. C'est-à-dire que Warburg va se pencher sur le caractère astrologique, donc pas très crédible, pas très sérieux pour des savants, qui habitent la pensée de la Renaissance à ce moment-là dans l'entourage des Destes et donc aussi dans le groupe de peintres qui va peindre à fresque cet endroit. Et cette lecture, elle va complètement reconfigurer l'approche iconographique qu'on va avoir de cet endroit que vous voyez là, qui est... Je retouche mon son. Là-bas, qui est le cycle de fresques, voilà, des mois de l'année. Alors, ce que je vais vous lire, c'est ça, et les images qu'on va regarder ensemble, c'est les images de ce cycle de fresques. Voilà. Sur le micro, j'ai fait des tests en dehors. Il faut que tu m'augmentes. Ah, j'ai encore une voix très loin à l'arrière-plan. Tu es en train de parler, Klitsch? Oui. Normalement, mon micro fonctionne parce que je l'ai testé sur d'autres salons avec d'autres personnes qui m'ont fait des retours. Ouais. C'est sur toi. Tu dois avoir un problème sur mon arrivée sonore pour toi. Alors, Xus dit, la musique étant plus forte que la voix de Klitsch, je suggère très innocemment qu'on baisse le son de la musique. Ah, c'est malin ça. Ce que tu peux faire en live là, Oui. tu fais un clic droit sur mon nom. Attends. Voilà, et là, tu as volume de l'utilisateur et tu comprends. Tu veux que je fasse un clic droit sur quoi? Dans le Discord, là où on est. Ouais. Ok. Tu fais un clic droit sur moi. Ouais, j'y vais. Et volume de l'utilisateur et tu m'augmentes. Tu es à fond? Je suis à fond. Ouais, t'es à fond. Et là, vous m'entendez les gens? Bah oui, je t'entends. Ouais, oui, mais les spectateurs n'ont pas le même retour. Mais C'est très faible, je n'ai aucune explication. C'est pas grave. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, je sais plus où j'en étais du coup. Désolé. C'est pas grave, ok. Et n'hésite pas à expliciter, à montrer des images. Il y a beaucoup de noms, j'ai pas tout compris. Ok, Très intéressant. très bien. Bon, j'espère que ça va marcher quand même.
Alors, je vais vous lire donc un extrait de ces essais florentins de Aby Warburg, qui ont été publiés par Klinzig. Alors, je peux vous dire en quelle date Klinzig s'est décidé à publier ça en français. Il n'y a pas si longtemps en fait, c'est en 90, autant vous dire que ça fait pas si longtemps, mais des fois on peut être surpris par le temps que prend le train des traductions, parce que c'est compliqué, c'est cher, et puis comme tout le monde s'en fout de ce genre de texte, eh bien évidemment, on les traduit pas, voilà, tout simplement. À Rome, le monde des formes de la Renaissance italienne à son apogée nous montre à nous autres, historiens de l'art, la tentative enfin aboutie par laquelle le génie artistique s'est libéré des servitudes illustratives médiévales. Bon, ça c'est vite dit sur les servitudes illustratives médiévales, mais bon, Aby Warburg était essentiellement un historien de la Renaissance, donc il défend en quelque sorte sa crèmerie, et il exagère un tout petit peu sur les servitudes illustratives médiévales, qui ne sont pas si pesantes et si corsetées qu'il l'imagine. C'est pourquoi je suis bien obligé de me justifier si j'entreprends ici, à Rome, parce que c'est le texte d'une conférence, dans ces lieux et devant cet auditoire compétent en matière d'art, de parler d'astrologie. Cette redoutable ennemie de la création artistique libre et de son importance dans l'évolution stylistique de la peinture italienne. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'excuse à mi-mot d'aborder quelque chose de si vulgaire et peu recommandable devant une assemblée de savants que l'astrologie, qui est pourtant au cœur du travail sur cette fresque que vous voyez là. J'espère qu'au cours de mon exposé, je serai justifié par le problème lui-même, dont la nature singulièrement complexe m'envoya à explorer les régions ténébreuses de la superstition astrologique, et au début tout à fait contre mon goût, qui me portait initialement vers des choses plus belles. Ce problème est le suivant. Que signifie l'influence de l'Antiquité pour la civilisation artistique des débuts de la Renaissance ? Alors cette question, elle a l'air hyper banale et facile à résoudre, mais non, en fait, c'est compliqué. C'est une question complexe. Il faut savoir que la connaissance de l'Antiquité là on est en 1470, donc pour des gens de la Renaissance, elle est fragmentaire, elle est parcellaire, elle est pour beaucoup imaginative et recompositionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des petits bouts de trucs qu'on peut voir, et sur la base de ce qu'on peut voir, déjà, l'Antiquité picturale est peu ou plutôt pas connue, parce que les fresques ne sont pas encore découvertes. Dans mes souvenirs, je crois que Pompéi ne va pas être mis à jour avant la fin du XVe siècle. Non, même pas, c'est plus tardif que ça, Pompéi. C'est au début du XVIe. Et qu'est-ce qui aurait pu influencer, par exemple, les gens de la Schifanoia ? Eh bien, même pas la Domus Aurea. Non, là, la Domus Aurea, je crois que c'est 1480, si vous voulez vérifier dans le chat, mais c'est 80 ou peut-être un tout petit peu plus tard. Donc ça veut dire que la Domus Aurea, c'est l'immense l'immense lieu que s'est fait construire Néron et qui a été enseveli parce que c'était un lieu odieux aux Romains que Adrien s'est empressé de faire ensevelir pour masquer cette infamie, mais qui va servir de matrice picturale, iconographique pour beaucoup aux peintres et aux intellectuels de la Renaissance par la suite. Je ne sais pas si vous allez vous balader par exemple à Orvieto et que vous voyez les fresques de Luca Signorelli, il y a toute la partie inférieure. Ce sont des espèces de figures grotesques qui sont des pastiches des petites peintures qu'on va découvrir dans la Domus Aurea. D'ailleurs, pour l'anecdote, le terme de grotesque, il est employé parce que la Domus Aurea a été enfouie comme une grotte, et donc ces représentations se sont vues attribuer le sens de représentation de grotte, de représentation grotesque. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on a une très faible idée de ce que peut bien être la peinture antique à la Renaissance. Comment on la connaît cette peinture antique ? Essentiellement par les narrations quand sont faites. Et qui parle de la peinture pas grand monde, c'est pas comme s'il y avait des historiens d'art qui sont contemporains de Parasios, de Zeuxis, enfin des grands peintres de la période classique grecque. Donc on a peu de textes qui nous parlent contemporainement de cette peinture-là. Alors on aura ce qu'on appelle des ekphrasis, c'est-à-dire des descriptions de tableaux, mais elles sont souvent
assez courtes, elles sont assez légères en détail et extrêmement décevantes pour qui voudrait savoir vraiment à quoi ressemblaient comment les peintures. Par exemple, on peut trouver des représentations, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui sont données oralement, enfin des descriptions de la peinture de Apel, qui était le peintre d'Alexandre le Grand. On trouve ça chez Lucien de Samosate, dans ses Ekphrasis, mais c'est super court. Et mieux encore, c'est tardif par rapport à la période de création des peintures. Bref, c'est la merde, on ne sait pas grand-chose. Il y a des descriptions, elles sont pauvres, les peintures elles-mêmes, on ne sait pas où elles sont. Des fois, on a des mosaïques, comme pour la grande fresque qui relate la bataille de Gaugamélès contre Darius, Alexandre et Darius, dont on peut voir une mosaïque au musée Capodimonte à Naples. Bah ouais, mais la mosaïque, elle a été faite d'après la peinture, et si on regarde de près la mosaïque, elle est quand même largement fautive, donc elle est déjà une interprétation un peu approximative de la fresque, et qui, elle, a disparu. Bref, comment les gens de la Renaissance se représentaient la peinture de l'Antiquité, l'art de l'Antiquité, ça va beaucoup compter aussi pour, on va dire, le sens qu'ils lui donnent, la place qu'ils donnent à cette Antiquité, dans leur représentation même d'une certaine idée du monde. Et tout ça, va être largement noué, par exemple, à la philosophie, qui est plus précise pour donner une idée de l'idée. On comprend mieux ce que peut penser un Athénien du 5e siècle avant l'ère chrétienne dans la philosophie. Donc, alors, puisque c'est ça qu'on peut savoir de l'Antiquité, eh bien, ça va contaminer l'idée qu'on se fait de l'art à cette époque et de l'art antique. C'est-à-dire qu'on va créer des ponts entre la philosophie et les arts, même si les philosophes, parfois, sont très peu tendres à l'égard de l'art. Je ne vous cache pas que Platon, il en loupe pas une quand il s'agit de dire du mal de la peinture. C'est vraiment pas, c'est pas son kiff, quoi. Il s'en moque beaucoup. Et quand il s'en moque pas, il fustige carrément la peinture comme un art du faux semblant, de la tromperie. C'est-à-dire qu'il place la peinture sur l'autel de la vérité. Alors, que peut penser un peintre de la Renaissance de l'Antiquité, où il la place dans son imaginaire à la fois intellectuel et artistique? Compliqué. Il y a quelques 24 ans, à Florence, il me vint l'idée que l'influence de l'Antiquité sur la peinture profane du Quattrocento, en particulier sur Botticelli et Filippino Lippi, se manifestait par un changement du style dans la représentation de la figure humaine. Bon, si vous voulez, je peux vous montrer, je suppose que vous connaissez Botticelli, mais je vais vous amener précisément ceci. Je me suis dit que ça serait vraiment raccord avec notre sujet, parce que ça, ce que vous voyez là, c'est un tableau qui s'appelle La calomnie d'Apel. Il faut savoir que chez Botticelli, il y a vraiment une articulation historique dans l'histoire de son travail qui va complètement casser en deux, en quelque sorte, sa relation à la représentation. Il va rentrer en dévotion, d'une certaine façon, et renier ce genre de choses, renier cet art extrêmement savant, piqué d'hellénisme, que vous pouvez voir ici, quand il va rencontrer Savonarole. Il va brûler lui-même, dit-on, sur le bûcher quelques-unes de ses œuvres, puisque Savonarole a invité les Florentins à brûler sur le bûcher des œuvres d'art, des bijoux. Et Botticelli va renier une partie de son travail, notamment son travail intellectuel. Et ce que vous voyez là, il est au sommet de cet art-là, il est au sommet de sa relation amoureuse avec l'Antiquité quand il fait ça. Alors, je ne sais pas de quand date sa calomnie d'Apel. Quand je vous ai dit que j'étais bordélique. Voilà. Ce que je veux faire, c'est juste essayer de grossir un peu les détails pour que vous voyez comment il s'aventure dans l'antique en profitant de la construction architecturale pour plonger son tableau dans une surenchère de références absolument partout dans tous les coins. Il y a des frises en bas-relief à peu près dans tous les coins d'ornements possibles et imaginables. Donc, Botticelli, au moment où il fait ça, il est en plein dans notre questionnement. Parce que la calomnie d'Apel, c'est un tableau qu'on n'a jamais vu. Vous vous rendez compte? C'est un tableau qui n'existe qu'à travers la description qu'en fait justement Lucien de Samosate dans une de ses descriptions, ce qu'on appelle ses Ekphrasis.
Et si on voyait ensemble le texte de Lucien, vous seriez très surpris. La scène décrite du tableau d'appel, elle est faite en quelques lignes. Et puis il ne faut pas oublier que cette ekphrasie, cette description, elle avait juste pour but qu'on se souvienne du tableau d'appel. Elle n'était pas destinée à servir de matrice, de prototype descriptif à des tableaux à faire, pour qui que ce soit. C'était pas l'idée, quoi. Et pourtant, plein de gens se sont évertués. Raimondi, Dürer lui-même, Botticelli, à peindre la calomnie d'Appel. Alors ce tableau est un tableau allégorique assez complexe, qui est une histoire d'ailleurs assez intime pour Appel, puisque Appel avait été calomnié, et c'est en mémoire de la calomnie, il avait été pris à partie par un autre peintre, accusé je crois de plagiat, ou quelque chose qui en tout cas était excessivement grave pour lui. Du coup, il a fait un tableau décrit par Lucien de Samosate. Lucien de Samosate le décrit essentiellement pour des raisons morales. Les ekphrasistes de Lucien ont plus la volonté d'édifier moralement le lecteur que de rendre vraiment compte de ce qu'était la peinture en vérité. Et pourtant, ce court texte a alimenté l'imaginaire des gens de la Renaissance, a alimenté ici celui de Botticelli. Quant à Filippino Lippi, je ne lui connais pas de fresques profanes, enfin de tableaux profanes, je lui connais que des sujets religieux. Donc là, Aby Warburg semble mentionner des peintures profanes. Moi, je n'en connais pas. Donc, je vous ai mis une peinture religieuse que vous pouvez voir à Santa Maria Novella. Alors, c'est un endroit assez génial que vous pouvez trouver dès que vous sortez de la gare à Florence. Une des premières choses que vous voyez en sortant de la gare, c'est cette église somptueuse, Santa Maria Novella, qui est bardée de fresques absolument géniales, de Ghirlandaio notamment, dont je vous parlais tout à l'heure. Entre autres choses, il y a beaucoup de monde dans Santa Maria Novella. Et là, c'est la Cappella Strozzi, la chapelle Strozzi, qui est peinte à fresque par Filippino Lippi. Donc ça ressemble à ça, Filippino. Alors, Filippino Lippi, c'est le fils de Filippo Lippi. Voilà, c'est assez beau. Donc, tout ça, c'était pour vous situer. Donc lui, il dit quoi à Warburg? Il pensait que l'influence de l'Antiquité sur la peinture profane, du Quattrocento en particulier, sur Botticelli et Filippino, se manifestait par un changement de style dans la représentation de la figure humaine. Le mouvement du corps et du vêtement était amplifié, suivant cela certains modèles tirés des arts et de la poésie antique. Plus tard, je vis que des superlatifs authentiquement antiques du langage des gestes constituaient également la rhétorique musculaire de Pollaiolo, et surtout que le monde des fables païennes du jeune Dürer lui-même, de la mort d'Orphée à la grande jalousie, doit la force dramatique de son expression à la survivance de telles formules de pathos, au fond tout à fait grecques, que l'Italie du Nord lui proposait. Alors évidemment, pour mieux comprendre tout ça, il faudrait voir de quoi on parle. On est en train de parler de cette sculpture grecque extrêmement riche expressivement, celle que vous pouvez voir par exemple dans les grandes scènes de combat sur les frises du Parthénon, ce genre de choses, donc, où effectivement les modelés décors, les jeux de tension entre les muscles, l'espèce d'accentuation de chaque mouvement par la force étirée, fluide et à la fois dynamique des tissus, des drapés, peut donner au corps. C'est quelque chose qu'effectivement Pollaiolo va emprunter directement. Là, c'est un Pollaiolo assez connu. C'est un Pollaiolo que vous pouvez voir, je crois, si je me souviens bien. Donc c'est Hercule contre l'hydre de Lerne, voilà, qui lui fait sa fête. Regardez cette cambrure du corps qui est tout à fait extraordinaire. Il y a une série de tableaux sur Hercule faits par Pollaiolo qui sont plutôt étonnants. Je crois qu'il y a un combat au corps à corps avec Anté qui est tout à fait inouï. Et c'est carrément une leçon d'anatomie. Mais je pense que quand Warburg parle, là, et le terme qu'il emploie, c'est la rhétorique musculaire, c'est à ça qu'il fait allusion. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est des combats d'hommes nus. C'est une gravure au burin de Pollaiolo qui est tout à fait incroyable. Et qui, si on y regarde de plus près, ressemble beaucoup plus, à vrai dire, à une série d'écorchés. Ah, là. Je vais essayer quand même d'avoir un peu de zoom. Voilà, on regarde ça de plus près. Regardez comme c'est beau. C'est quasiment un prétexte pour construire une leçon d'anatomie.
Donc c'est une gravure sur cuivre au burin. Donc l'encre est poussée dans les sillons pour avoir cette belle gravure fine. Par opposition à la taille d'épargne, la gravure sur bois, où vous travaillez sur des réserves pour votre impression. Là, c'est comme une forme de dessin. Voilà, tout est prétexte à faire saillir les muscles. Et celui-là, par exemple, est vraiment traité comme un écorché. Donc je pense que c'est à ça que pense Abby Warburg. Et puis sinon, il nous parle de Dürer. Hein, et là, il nous parle de la mort d'Orphée. Alors, la mort d'Orphée, c'est ça. C'est également, dans mes souvenirs, un burin. Bien que Dürer soit surtout fait connaître pour ses bois gravés qui sont absolument géniaux. Alors, mort d'Orphée, que se passe-t-il sur ce bordel? C'est compliqué, je pense que c'est la version où Orphée se fait défoncer par les bacchantes, les Ménades. Il y a plein, alors c'est assez compliqué parce que la mort d'Orphée, il y en a plein de versions. Hein, dans certains récits, Orphée se suicide. Chez Pausanias, j'ai retrouvé un petit bout de texte où il dit... Alors, on dit que les femmes de la Thrace ayant formé le projet de se défaire de lui parce qu'il avait engagé leurs époux à l'accompagner dans ses courses, furent d'abord de retenues par la crainte de leur mari, mais que s'étant enivrées, elles exécutèrent ce forfait. Mais il donne une autre version, Pausanias, il dit « Quelques-uns prétendent qu'il périt foudroyé par les dieux, qui voulurent le punir de ce que dans les mystères il avait appris aux hommes des choses qu'ils ignoraient auparavant. » Bon, ça c'est une autre version, mais la version qui est illustrée par Dürer, ici c'est pas celle-là, c'est encore une autre version. C'est quand Dionysos avait envahi la Thrace, Orphée était censé l'honorer, et il l'a pas fait. Parce qu'il enseignait autre chose. Il enseignait les fameux mystères sacrés, ce qu'on appelle l'orphisme, hein, et il avait dit du mal, il avait flétri auprès des hommes de cette région, des hommes de Thrace, les sacrifices exigés par Dionysos, qui, vexés, l'a filé en pâture aux Ménades, en Macédoine. Donc elles ont attendu que leur mari ait pénétré dans le temple d'Apollon, parce qu'Orphée était desservant au temple d'Apollon. Elles lui ont pris ses armes qu'il avait déposées à l'extérieur du temple. On n'a pas le droit de rentrer dans un temple, évidemment, avec des armes. Elles ont fait irruption dans le temple et elles l'ont descendu. Alors là, Dürer n'a pas conservé le temple, etc. Il ne garde que la scène où Orphée se fait battre à mort. Et elles l'ont foutu en pièces, carrément. Elles lui ont dégommé la tronche, elles lui ont même coupé la tête, qu'elles ont balancé dans le fleuve Èbre. Voilà. Alors on dit que la tête flottait sur le fleuve et continuait à chanter Eurydice. Eurydice étant, vous le savez sans doute, la fiancée perdue d'Orphée, qui était, vous vous en souvenez, descendue aux enfers pour retrouver son Eurydice, etc., etc. Je m'égare. Toutefois, si ce style italien antiquisant a pénétré dans l'art du Nord, ce ne fut certes pas parce que celui-ci n'avait pas pratiqué personnellement les sujets païens ou les sujets antiques. Au contraire, il m'a paru clairement en étudiant des inventaires concernant l'art profane vers le milieu du XVe que les tapisseries ou les draperies flamandes, par exemple, présentaient des personnages vêtus avec réalisme, de costumes contemporains, à la française, comme c'était écrit, hein, et qui permettaient d'incarner les figures de l'Antiquité païenne, et même ceci dans les palais italiens. Alors, pour vous montrer un peu à quoi ressemblait une tapisserie flamande du 15e, je vous en ai trouvé une jolie. Je vais vous choper ça, où je l'ai mise. Ah là, Laurent, qu'est-ce que tu es bordélique, mon garçon. Je suis désolé. Si j'avais eu un tout petit peu plus de temps pour vous préparer ça, j'aurais fait un suivi rationnel enchaînant les iconographies, mais je n'ai pas pu faire ça. Je vous ai déjà chopé quelques images dans mon bordel, et évidemment, c'était... Ah, bah elle est où cette foutue tapisserie? Ah, bah il sera dit que elle n'apparaît pas. Bah, j'en suis vraiment désolé. Merde. Un scandale, j'étais bien certain d'avoir fait ça. Je vous en avais trouvé une bien jolie qui venait du palais d'Écouen. Il faut aller à Écouen, c'est le musée de la Renaissance
au nord de Paris, au-dessus de Saint-Denis. C'est un super endroit. Je vous encourage vraiment à y foutre les pieds. Bon, bah, on va laisser tomber cette histoire de tapisserie. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Ouais, non, on finit sur Montagnard, donc c'est pas ça. C'est pas grave. Où j'en étais? En étudiant plus précisément l'ensemble des images païennes dans le domaine de l'art du livre dans les pays du Nord, je constatais en outre par la comparaison du texte et de l'image que leur allure extérieure non classique, si déroutante pour nous, pouvait distraire le regard des contemporains de l'essentiel. La volonté sérieuse, mais par trop fidèle à l'aspect matériel, de donner une représentation authentique de l'Antiquité. Alors là encore, vous vous en doutez bien, c'est compliqué. C'est-à-dire, à partir du moment où la seule idée qu'on puisse s'en faire est faible, puisque de peinture on ne dispose pas, et il y a quoi? Il y a quelques sculptures, alors il va falloir broder à partir de ce qui est donné. Évidemment, la statuaire elle est riche, les gens de l'Antiquité en connaissent quand même un petit peu, mais ça donne pas, on va dire, quelque chose d'assez vaste, d'assez riche comme typologie vestimentaire pour pouvoir, par exemple, composer une espèce de vie quotidienne dans l'Antiquité. Il va falloir broder beaucoup, c'est le cas de le dire. C'est ce qui devra être fait. Au Moyen-Âge, cet intérêt singulier pour la culture classique était si profondément enraciné dans le Nord que dès l'aube de l'ère médiévale, nous trouvons une sorte de manuel de mythologie illustrée, destiné à ces deux catégories du public qui en avaient le plus besoin, les peintres et les astrologues. Alors il faut bien comprendre que c'est un truc effectivement qui saute pas à l'esprit quand on pense à la Renaissance. On pense qu'il y a eu une Renaissance, une seule, la Renaissance du Quattrocento et du Cinquecento, enfin bref, celle qui va du début de la Renaissance, en gros de Cimabue jusqu'à la fin du maniérisme, quoi. Mais c'est une image fausse à la fois de l'empreinte que l'Antiquité a pu avoir sur la vie intellectuelle en Europe bien avant, et sur la notion de Renaissance qui est plurielle dans l'histoire. Il y a plusieurs Renaissances. Il y a une Renaissance intellectuelle au XIIe siècle qui est très très importante en Europe. Il y a une Renaissance carolingienne qui est hyper importante, donc au IXe siècle, etc., etc. Il y a des grands sursauts de la Renaissance et qui sont toujours... Enfin, chacune est teintée. C'est le principe même de cette question de la renaissance de l'antique. Elles font renaître une certaine idée de l'antique. Et à chaque fois, vous vous en doutez, largement fantasmée. Il y en aura d'autres. Hein. On doit considérer le néoclassicisme idéaliste du XVIIIe comme une renaissance également. À chaque fois, il s'agit quand même de ça. Il y a cette espèce de retour à une nouvelle vision. Enfin, c'est à la fois un retour et à la fois une transformation. C'est jamais un vrai retour. Et si de toute façon... Si vous vous intéressez à la question, il suffit simplement de comparer, je ne sais pas moi, l'usage des feuilles d'acanthe dans les chapiteaux de la cathédrale de Reims, par exemple, l'usage des feuilles d'acanthe dans la chartreuse de Pavie, et l'usage des feuilles d'acanthe dans n'importe quelle architecture néoclassique, pour que vous compreniez qu'à chaque fois il y a un retour, mais à la fois il y a une réinterprétation qui n'est jamais rien d'autre que le socle d'un nouveau fantasme, une nouvelle idée qu'on se fait de l'Antiquité. C'est dans le Nord, par exemple, qu'est apparu le principal traité en latin à l'usage des peintres de divinité, le De Deorum Imaginibus Libellus, attribué à un moine anglais, Albericus, qui a vécu probablement dès le XIIe siècle. Alors ce Deorum Imaginibus Libellus, donc, je vous en ai amené quelques images quand même, que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Alors c'est pas ça du tout, hein, ça ce qu'on regarde là, c'est Mantegna. Voilà, je vous ai trouvé ça, le voici. Là on est vraiment dedans. Là c'est Mars et Apollon. Dans des chars. Alors c'est important, regardez bien ce qu'on voit là, parce que quand on regardera les passages du Palazzo Schifanoia, vous allez retrouver tout ça. Le voilà, celui-là. Donc là, c'est Vénus et Mercure. Vénus sortant de l'onde.
Alors pour répondre à la question qui est posée dans le chat, c'est quoi le bruit qu'on entend au fond? C'est la musique de Bernard Parmigiani. Il y a à la suite les Violostri et ensuite il doit y avoir des Natura Sonorum. Ce sont des pièces de 70, 72, quelque chose comme ça pour les premières. Non, pas pour les deuxièmes. Et Violostri, c'est un peu plus tardif si je me souviens bien. Donc là, on est en train de regarder dans ce fameux Dede Aurum Imaginibus Libellus. Alors, on y voit le goût d'une certaine antiquisation qui traite les formes et aussi la conjonction entre une certaine façon d'approcher l'image qui est propre à cette période et un goût pour l'antique qui s'y développe. Voilà. Alors, je sais, on va peut-être pas se les faire toutes. Moi, je vous ai chopé le plus de pages possible, mais c'est juste parce que grâce à ça, vous allez mieux comprendre de quoi parle Warburg, parce qu'on verra pourquoi il s'est référé à ces choses-là. D'accord ? Sa mythologie illustrée, accompagnée des descriptions des représentations de 23 divinités païennes célèbres, a exercé sur la littérature mythographique ultérieure une influence qui a été totalement négligée jusqu'ici. Elle s'est fait sentir surtout en France, où des paraphrases d'Ovide en vers français et des commentaires moralisateurs en latin donnent asile à ces immigrants païens dès les alentours de 1300. Donc Ovide, je suppose que vous connaissez pour ses métamorphoses. Donc c'est un important poète latin, largement illustré. On a créé un grand nombre de Ovide qu'on appelait moralisés, qui sont des prétextes en illustrant Ovide à mettre en scène par le jeu d'images, d'illustration, certaines idées morales. Et donc c'est un poète latin qui est dans l'articulation enfin avant et après l'ère chrétienne. Il est connu surtout pour ses métamorphoses, qui sont un des socles sur lesquels on peut se renseigner sur la mythologie latine, puisqu'il y raconte les aventures des dieux. En Allemagne du Sud même, on voit apparaître dès le XIIe siècle une assemblée d'Olympiens dans le style d'Albericus, donc dans le style de ce qu'on est en train de regarder là, dont la théorie mythologique, la théorie, il faut l'entendre au sens d'un ensemble de figures, et pas un traité théorique, d'accord ? Dans la théorie mythologique, ainsi que je l'ai montré en 1909 devant la cheminée de Landshut, donc il fait référence à une cheminée, je crois, de la Renaissance, sur laquelle il a fait une conférence auparavant, déterminait encore en 1541 la façon de représenter les 7 divinités païennes. Ce sont naturellement les 7 planètes qui survivent à Landshut, c'est-à-dire ces dieux grecs qui, sous l'influence de l'Orient, étendent ensuite leur autorité aux planètes qui portent leur nom. De tous les Olympiens, ces 7 dieux-là devaient avoir la plus grande capacité de survie parce qu'ils ne devaient pas ce privilège à la mémoire des savants, mais à leur propre force d'attraction, à la fois astrale et religieuse, qui continua à s'exercer sans interruption. En effet, on croyait qu'à toutes les époques de l'année solaire, il y a un raid visiblement, salut le raid de Tita, salut Titaliuma. Je vois un petit bout du chat à l'arrière-plan du live en tout petit sur mon OBS, mais je vois que vous êtes là. En tout cas, je vous salue et je vous dis bienvenue à bord. Comment allez-vous? Salut Fulos. J'espère que vous allez bien. Alors là, vous arrivez en plein dans les ponts que Aby Warburg est en train d'essayer de tirer entre les représentations astrologiques médiévales et le Palazzo Schifanoia à Ferrare, peint par la fameuse école des Ferrare, Cosmetura, Del Cosa et Ercole de Roberti. En effet, on croyait qu'à toutes les époques de l'année solaire, ces 7 planètes gouvernaient les mois, les jours, les heures de la destinée humaine, selon des lois pseudo-mathématiques. La plus commode de ces théories, celle du gouvernement des mois, offrit alors aux dieux exilés, puisqu'évidemment ils ne sont plus crus, donc ils ont trouvé dans l'astrologie une sorte de terrain d'exil, un asile sûr. Où ça? Dans l'art médiéval des calendriers, qui ont été illustrés au début du XVe siècle par des artistes de l'Allemagne du Sud. Alors effectivement, l'astrologie est
très féconde pour donner un beau support iconographique aux artistes, mais c'était déjà le cas énormément dans la période dite romane. Si vous vous intéressez à l'art roman, je suppose que même si vous ne le connaissez pas, quand vous le croisez, il vous intéresse, parce qu'il vous subjugue, il vous renverse, parce qu'il est beau, parce qu'il vous émeut, il vous transforme, eh ben, les zodiaques y ont beaucoup d'importance. On peut les trouver sous diverses formes. Vous pouvez les trouver parfois directement à l'extérieur, sous forme de jeux savants sculptés, qu'on peut trouver soit autour des portails, dans les voussures des archivoltes, soit parfois sur des petites frises, sur des entablements, soit vous pouvez le trouver à l'intérieur, en peinture, dans les intrados de certaines voûtes. Bref, les zodiaques, c'est un support et un prétexte à invention à la fois qu'on fait rentrer en relation avec le calendrier réel, quand on illustre les activités, par exemple, les activités des mois, les saisons, mais c'est aussi juste un support pour l'imaginaire extrêmement apprécié, vous pouvez l'imaginer, des artistes. Alors, je vais rajouter une petite bûche dans mon feu, qui est en train de se barrer en burne. Alors, j'arrive, excusez-moi. Hop, une première bûche, et on en met une deuxième. Comme ça, je n'aurai pas à en rajouter par la suite. Voilà. Je suis désolé pour ce petit contretemps où j'en étais. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Hello camarades, possible de rajouter un son sur les alertes. Alors moi j'ai pas ça. S'il y a des sons, de toute façon, je les entendrai pas moi. Je pense. J'ai déjà eu bien de la peine tout à l'heure à entendre la voix de Clich qui était dans le cosmos, donc je pense que si vous me foutez le son des alertes, il y a peu de chances que je les entende. Où j'en étais ? Conformément à la conception hellénistique et arabe, ils offrent de manière typique 7 images de planètes. Bien qu'elles présentent la vie de dieux païens comme une collection anodine de scènes de genre contemporaines, elles n'en apparaissent pas moins aux yeux des adeptes de l'astrologie comme les hiéroglyphes fatidiques d'un livre d'oracle. Il est clair que ce genre de tradition relative aux dieux ou les personnages légendaires de la Grèce avaient reçu en même temps le pouvoir étrange de démons astraux, devait donner naissance à un important courant grâce auquel, au XVe siècle, donc le siècle de notre cycle de fresques, les païens vêtus à la mode du Nord purent se répandre dans tous les pays, et ce d'autant plus aisément qu'ils disposaient de ces nouveaux vecteurs d'images plus mobiles que leur offrait l'imprimerie qui venait d'être découverte dans le Nord. Alors, sur ces liens de l'Italie, de toute façon, avec le Nord, Abiy-Warburg a déjà beaucoup écrit, je crois, avant cette conférence-là. Notamment, il a écrit des choses assez belles sur les liens qui unissaient l'art flamand et l'art florentin, par exemple. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers de l'art de cette période, on a souvent l'idée fausse que l'art flamand arrive plus ou moins à la remorque de l'art italien, qu'il lui doit beaucoup de choses. On imagine mal une fécondité inverse, et c'est on ne peut plus faux. Il y a dans la salle des Botticelli, on parlait de Botticelli tout à l'heure, si vous allez un jour aux Uffizi, aux Offices à Florence, vous découvrirez un des plus beaux retables, un des plus beaux retables de l'art flamand, de Hugo van der Goes, qui est un peintre prodigieux, peu connu, mal connu, pas assez renseigné à mon goût. C'est un peintre merveilleux, mais il ne l'est pas aussi pour une raison toute bête, c'est qu'il ne reste pas grand-chose des travaux d'Hugo van der Goes. Il doit rester, je crois, une douzaine de tableaux à tout casser, répartis dans pas mal de musées. Donc c'est compliqué d'en voir, et c'est bien triste. Ce tableau avait été commandé par la famille Portinari, on l'appelle le triptyque Portinari, et il est présent dans la grande salle des Botticelli aux Offices, notamment parce qu'il a eu une influence considérable sur les peintres florentins de Botticelli et de son entourage. Et ça, Warburg, il le sait, il en est conscient, il écrit là-dessus. Il est clair... Attendez. Est-ce que je ne suis pas en train de sauter un bout? Si, c'est ça. Il est clair que ce genre de tradition relative aux dieux ou les personnages légendaires de la Grèce, la blablabla, ça je vous l'ai lu, il parle donc des premières productions de l'imprimerie, les incunables xylographiques,
qui présente dans le texte et l'image, c'est cette planète. Donc, il parle du fait que les livres circulent maintenant beaucoup. Alors, on n'a pas encore, à ma connaissance, inventé l'imprimerie. Alors, je ne sais plus quand Gutenberg fait ça, mais c'est au XVIe, donc c'est après, enfin c'est à la période de la Réforme, donc on n'en est pas encore là. On n'est pas encore à la période de la Réforme, mais par contre, il y a pas mal de bouquins qui sont faits avec des caractères en bois et des plaques gravées qui circulent, même si on n'a pas encore inventé les lettres de plomb mobiles. Ça viendra, c'est plus très très loin. En tout cas, plein de choses traversent l'Europe. Les gravures d'interprétation aussi sont importantes. Les gravures d'interprétation, ce sont ces gravures qui sont faites pour permettre aux gens qui n'ont pas accès aux tableaux eux-mêmes de voir l'interprétation que peuvent en faire certains graveurs pour diffuser les images à travers l'Europe. Et c'est aussi pour ça que les artistes du Nord sont tellement intéressés par la gravure, c'est parce qu'elle permet de faire connaître leur art dans toute l'Europe. Il y a des artistes qui sont infiniment mieux connus par leur gravure, en Allemagne notamment, et je pense à Schongauer, à Dürer et leur entourage, qui sont mieux connus par leur gravure finalement que par leur peinture. Donc, eux, ils gravent directement, ce ne sont pas des gravures d'interprétation, ce sont à proprement parler des gravures d'auteur, quoi. Depuis un certain temps déjà, il m'était apparu qu'une analyse iconologique approfondie des fresques du Palazzo di Schifanoia devait résoudre l'énigme de cette double tradition médiévale de la représentation des dieux antiques. Ici, nous pouvons remonter jusqu'à la source et mettre en évidence aussi bien l'influence de la doctrine systématique des dieux olympiens, telle que l'ont transmise les mythographes érudits du Moyen-Âge en Europe occidentale, que celle de la doctrine astrologique telle qu'elle s'est maintenue intacte dans le discours et les images de la pratique astrologique. La série de peintures murales du Palazzo di Schifanoia à Ferrare représentait les images des 12 mois. 7 d'entre elles nous ont été rendues après avoir été redécouvertes sous un badigeon. Parce qu'elles ont été badigeonnées, comme beaucoup de choses à travers les siècles, on les a couvertes parce que la mode passait, alors tout simplement on passait à autre chose, on voulait voir d'autres choses, et il a fallu je crois que c'est au 19e, où on commence à s'intéresser à la notion de patrimoine, on crée la notion de patrimoine, en fait, au 19e siècle, à regarder avec un œil neuf les œuvres du passé le plus ancien, à s'intéresser au Moyen-Âge, par exemple, à s'intéresser aux œuvres antérieures à la Renaissance, eh bien, on va enlever des badigeons avec plus ou moins de précautions. Quand il n'y a pas assez de précautions, on perd tout, on sabote, et c'est une catastrophe. Et quand c'est réussi, on peut révéler des choses sublimes dessous. Il faut savoir qu'on continue en ce moment à découvrir des tonnes et des tonnes de fresques extraordinaires, que c'est pas du tout... on n'a pas encore mis à jour toutes les beautés européennes. Mais en France, par exemple, une grande partie des fresques médiévales, entre le 14e et le 16e qu'on découvre le plus, le 13e, puisqu'on a découvert des très très beaux jeux de poutres sculptées du 13e siècle encore dans les dernières décennies. Et là, on continue à découvrir des choses géniales, médiévales, sous des couches de badigeons. Il y a des fresques, parmi celles qu'on peut voir tout à fait extraordinaires, il y a celle de Cossé en Champagne, qui je crois ont été mises à jour en 2006-2007. Il faut y aller, Cossé en Champagne, c'est, comme son nom ne l'indique pas, dans la Sarthe. Allez voir ça. C'est sublime. Ça vaut vraiment le coup de prendre une bagnole et d'aller se balader. Allez voir ça. Et donc là, les illustrations datent de quelle période? Alors, je pense que c'est des copies du manuscrit d'Albericus dont on parlait, le De Aurum Imaginibus, qui sont probablement du XIIIe siècle. Voilà, a priori. Mais elles ont un certain caractère... je ne vais pas m'hasarder à donner des précisions iconographiques parce que la repro est vraiment dégueulasse, mais c'est tout à fait crédible. Bon. Ce qui est intéressant, évidemment, sur ces illustrations, c'est leur caractère antiquisant. La série de peintures murales de Schifanoia, donc, représente les 12 mois. Chaque représentation d'un mois se compose de 3 espaces picturaux superposés, parallèles et autonomes, et comporte des personnages ayant à peu près la moitié de la grandeur nature. On va faire un petit saut rapide, on y reviendra parfois sur certains volets parce que Abivarbourg va les décrire. Donc là, c'est les grandes salles en elles-mêmes. Vous voyez que c'est plutôt pas mal conservé.
Donc là, on a un aspect général. Là, vous pouvez vous donner une petite idée de l'échelle. Ah, un nouveau raid. Bah super. Qui c'est qui raid? Un raid de Wissam. Popo. Eh bien, salut Wissam. Bienvenue à bord. Donc là, on commence à avoir un petit aperçu. Il y a quelques détails qui sont donnés. Notamment ici de Delcossa. Donc là pour l'instant on va pas s'étendre sur ni les significations ni à proprement parler les auteurs qui ont fait ça. Ça c'est Cosmetura. Mais ça vous montre un petit peu comment c'est foutu. Vous voyez par exemple il parle de l'articulation structurelle à Bivarbourg. Il vous dit que c'est monté voilà, sur 3 bandes. Alors, traditionnellement on appelle ça des registres. Hein, vous voyez ces trucs là. Et donc là, il y a 3 registres qui sont d'inégale hauteur. C'est sanctionné par une espèce de faisceau central sur un bleu profond et puissant qui permet une meilleure lisibilité, une meilleure répartition aussi des lectures. Vous pouvez voir des parties plutôt, on va dire, d'un quotidien ou de scènes qui font partie, je pense, de l'illustration de la vie quotidienne à la cour des Estes, à Ferrare, et des parties plus allégoriques, plus étranges. Les parties supérieures sont presque systématiquement ce qu'on appelle des triomphes. Alors, il y a un grand goût antique pour l'idée qu'on se fait des triomphes à l'antique qui vont occuper à la fois le territoire pictural mais aussi le monde des représentations théâtrales, hein, si vous voulez. Et par ailleurs, j'ai évoqué Mantegna tout à l'heure. Mantegna a fait d'assez extraordinaires représentations de triomphes. Je crois que parmi les dernières œuvres de Mantegna, il y a des grands triomphes. Là, pour l'instant, j'ai surtout vous montrer les structures générales des trucs, voilà, qu'on voit avant toute chose comment c'est composé. Là, vous avez l'allégorie d'août. Voilà, c'est le triomphe de Cérès. Donc, là, vous avez celle, c'est quel mois ça? C'est juillet. Et juillet, c'est Cosmetura. Donc, mon préféré de cette équipe. Hein, c'est pas mes fresques préférées. En fait, Cosmetura, je trouve, sur les fresques de Schifanoia, il n'a pas fait le maximum de ce qu'il savait faire. C'est quand même un petit génie, mais je crois que celles de Francesco Del Cossa sont les plus incroyables. Voilà. Et ça, c'est les fresques d'un maître dit le maître des yeux grands ouverts. Je crois que celle-ci n'est pas attribuée dans mes souvenirs à un maître dont on connaisse le patronyme. Il est d'usage quand on ne sait pas quel nom portait un artiste, de lui donner un nom lié aux conditions de sa découverte. Soit le nom des découvreurs, soit des fois, s'il y a juste un monogramme, on l'appelle par son monogramme. Sinon, s'il y a une œuvre connue, comme la Madame de Strauss, ça devient le maître à la Madame de Strauss. Vous avez un maître, par exemple, qui est très connu dans les Flandres pour la qualité très particulière de faire les feuillages comme des espèces de petits piqûres de broderie. Alors, on l'appelle le maître au feuillage brodé. Voilà. Donc quand on ne connaît pas un artiste, c'est assez fréquent qu'on fasse de cette façon. Mais pourtant, on dirait bien du Cosmetura, ça. Hein. Alors peut-être qu'elle a été attribuée depuis celle-ci. Je ne serais pas étonné parce que je verrai ça ne sert à rien d'avoir 2 repros du même. Voilà. Donc parfois, il manque des petits bouts parce que tout simplement, on a percé, comme vous pouvez le voir ici, on a percé l'espace. Donc on a rendu... impossible à la vision d'une partie, comme vous pouvez le voir par exemple à la cathédrale d'Albi. Si vous allez voir les magnifiques fresques de la cathédrale d'Albi, elles ont été trouées pour faire un nouveau passage et du coup il manque un des 7 péchés capitaux. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que ces illustrations s'inscrivent dans le mouvement baroque ou rien à voir? Non, pas du tout, vulgaire droit. Le mouvement, c'est pas vraiment un mouvement par ailleurs. Le terme de baroque, il a été attribué, on va dire, sur le tard. Mais tu sais, la question, elle est compliquée au sens où la périodisation, l'histoire de l'art, elle est toujours un peu approximative. Pour la Renaissance, elle est facile à dater pour une bonne raison, c'est que le mot de Renaissance, c'est un coup de force.
Tu vois, c'est un type plutôt brillant, Vasari, qui a écrit la première véritable grande histoire de l'art, même si c'est pas la vraie première. Hein. Il y a de l'histoire de l'art chez Xénocrate, il y a de l'histoire de l'art chez Pline l'Ancien, il y en a chez Quintilien, enfin bon. Mais l'histoire de l'art au sens moderne et l'histoire de l'art fondée comme discipline à part entière, avec une certaine hauteur de vue, c'est Vasari qui la fonde. Et c'est lui qui va inventer le Rinascimento, la notion même de Renaissance. Donc là, tu vois, c'est clair au moins. On sait, ça commence là. Le baroque, c'est un peu plus compliqué. On n'est même pas vraiment certain des raisons qu'ils font appeler baroque, même si on a quelques petites idées sur la question. Pour lui apporter un statut d'intérêt non plus, c'est longtemps une période qui a été méprisée, des productions qui ont été méprisées, et pour rien arranger, la périodisation baroque, c'est pas la même pour la peinture, la sculpture et la musique, par exemple. La musique baroque, c'est pas la même période que la peinture baroque. Tout ça est un petit peu compliqué, mais disons que, à gros traits, le baroque italien, c'est plus ou moins articulation 17e, 18e siècle. Voilà. On va dire ça. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est des fresques du 15e siècle. C'est des fresques qui ont été... Donc, on est en plein, si tu veux, dans la Renaissance. On est au Quattrocento. Et c'est l'art italien du Nord, de l'Émilie-Romagne. Donc, pas tout à fait le Nord-Nord. C'est pas le Piémont ou la Lombardie, mais c'est un peu au-dessous. C'est l'Émilie-Romagne. C'est juste sous la Lombardie et la Vénétie. Et voilà, c'est la Renaissance. Après, la question du sens qu'on accorde aujourd'hui au terme baroque, qui voudrait dire quelque chose des formes mêmes qu'on est en train d'observer, ça nous pousse à regarder comme baroque plein de propositions plastiques à travers le temps. Souvent, par exemple les gens qui connaissent peu ou mal la peinture italienne du XVIe, la peinture maniériste, suppose un lien, une connivence historique ou formelle, réelle, entre le maniérisme italien et ce qu'on va appeler plus tard l'art baroque. Mais en vérité, il n'y a aucun rapport. Il y a zéro rapport entre la pensée d'un Tiepolo ou d'un Piazzetta et puis celle de Bronzino ou du Rosso. C'est des mondes complètement différents. Il y a une cassure folle intellectuelle, poétique entre ces gens. Mais pour nous, ça réveille des assonances intellectuelles, philosophiques, plastiques qui nous inclinent, tu vois, à tisser des liens. Donc c'est pas grave, hein. C'est normal qu'on fasse ça. Voilà. Où j'en étais? J'ai un art de me perdre dans moi-même, c'est tout à fait extraordinaire. Je suis le type le plus brouillon du monde. Voilà. Donc, on parlait de la superposition des espaces picturaux, donc ce qu'on appelle des registres, à l'intérieur des tranches. Alors, les tranches verticales, ce sont des travées. Alors, c'est des termes d'architecture. Voilà, donc les tranches verticales, vous voyez, qui composent par exemple une portion de mur entre deux colonnes avec une fenêtre, c'est une travée. À côté, c'est une autre travée et une autre travée. Puis, si vous regardez en hauteur, vous appelez ça des registres. Voilà. Donc là, vous avez une travée, on regarde une travée qui est composée de 3 registres. Voilà, c'est facile, hein. En bas, on nous raconte... Alors voilà comment on décrit les trucs. Là, on le voit bien comment c'est foutu. Dans la partie supérieure, les dieux de l'Olympe défilent sur des chars triomphaux. Donc, il y a la composition de ces fameux triomphes. Voilà. Alors, on va peut-être prendre une partie qui est pas trop abîmée. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose pour la démo. Je vais vous montrer une des parties de la fresque le moins morflée. Ouais, celle-là, là encore, elle en a chié. Hein. Donc, on va en prendre un. Je crois que celles de Del Cosa ont un peu moins morflé que celles de Cosmetura et de Ercole de Roberti. Alors, on y voit. Ouais, celle-là, ça peut être pas mal. Ça, c'est Ercole de Roberti. Et pas facile de trouver des bonnes repros. Voilà, ça, c'est pas mal. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu comment c'est foutu. Voilà. Donc, celle-là est une de Ercole. Partie supérieure, on a des triomphes. Donc, ce sont les dieux de l'Olympe qui défilent sur des chars. En bas, on nous raconte les activités terrestres ou à la cour du duc de Borso. Borso, c'est le duc d'Este, Borso d'Este, qui a demandé de faire ce temple et notamment ces fresques, le Palazzo Schifanoia et puis le fameux Salon des Mois. Je crois que c'est Salon des Mese ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est littéral. Enfin bon. Et au milieu, il y a un registre plus étonnant, des allégories plus bizarres entre chaque. Dans la partie supérieure de l'Olympe, on nous raconte les activités terrestres en bas, on l'aperçoit occupé aux affaires de l'État ou partant joyeusement à la chasse. Et la partie médiane,
appartient au monde des divinités astrales, comme l'indique déjà le signe zodiacal qui apparaît au centre de cet espace, entouré à chaque fois de 3 figures énigmatiques. La symbolique complexe et fantastique de ces figures a résisté jusqu'ici à toute tentative d'explication. Donc le jusqu'ici, c'est le jusqu'ici, le moment où Aby Warburg fait son intervention, cette conférence. Je n'ai pas la date là, de la conférence. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? C'est incroyable ça. Alors, pourquoi j'ai pas la date moi? Je devrais avoir la date. Bah non, j'ai juste cette conférence n'est que l'esquisse provisoire d'une étude plus approfondie. Bah, j'ai pensé à tout sauf à ça. J'ai pensé à tout sauf à vous chercher la date de la conférence. En tout cas, à la période où Aby Warburg écrit son texte d'intervention, eh bien, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'éclaircissement sur le sens de ces étranges figures centrales de la bande médiane, du registre médian. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une science exacte, l'iconographie. Donc même si l'iconologie de Aby Warburg s'équipe d'autres méthodes pour essayer de comprendre le sens, d'abord le sens pictural, c'est une chose, mais on peut dire qu'une certaine façon, il est inépuisable, parce que la peinture agit comme des séries d'opérateurs visuels qui, en sédimentant et en réarticulant les propositions poétiques, intellectuelles de leur siècle, les complexifient et les ouvrent. Notamment parce que les figures sont très combinatoires dans la peinture. Elles le sont depuis le Moyen-Âge. Donc il serait faux et risqué d'assigner de façon systématique la valeur d'un sens à telle ou telle figure qui peut porter plusieurs sens, soit dans le même espace, soit dans sa cohabitation avec les d'autres espaces. Enfin, j'appelle espace, si vous voulez, les modalités architectoniques, structurelles, comment dire. Imaginez qu'un tableau avec ses multiples volets, quand c'est un polyptyque, une architecture avec ses multiples parties sculpturales, compose un territoire. Un territoire dont les différentes parties jouent entre elles, dialoguent, ont des choses à se dire, sont profondément combinatoires, enrichissent le geste simple de l'affichage d'une figure, porteuse prétendument d'un seul sens, pour le complexifier, le rendre plus étrange, l'accidenter, si vous voulez. Alors, par exemple, la tradition qui consiste à présenter dans une sainte conversation une vierge en trône, par exemple, centrale, et de la flanquer de saints, eh ben, ça vient, imaginons que c'est une vierge à l'enfant, donc dont le questionnement, plutôt qu'un questionnement marial, ça va être un questionnement christologique, sur la nature de cet enfant, de son ministère, de son horizon, même de sa présence, qu'est-ce qu'il est réellement. Selon les saints qu'on va mettre autour de lui, ça viendra éclairer d'un sens particulier, à ce moment-là, le ministère du Christ, ce qu'il va représenter dans cet espace. Selon qu'on le présente à côté de Saint-Pierre ou de Saint-Paul, ça change tout. Selon qu'on le présente au présence de Saint-Pierre, on sait que du coup qu'on est en train de parler de l'incarnation dans l'espace séculier de la parole de l'Église elle-même, quoi. C'est le côté templaire du Christ qui s'inscrit quasiment comme institution dans le corps social. Et si c'est plutôt Saint-Paul que Saint-Pierre, c'est tout à fait autre chose. C'est la mission apostolique, c'est la parole, c'est les proverbes, c'est les images, les métaphores, c'est tout ce qui va architectonique, composition structurelle, si tu veux, de tous les éléments plastiques entre eux, qui composent la structure plastique. La structure formelle, l'organisation des formes entre elles. Et c'est tout le vocabulaire plastique, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais des éléments de peinture comme différents opérateurs entre eux. Voilà. La symbolique complexe, donc, de ces figures a résisté jusqu'ici à toute tentative d'explication. Je démontrerai, en élargissant le champ de mon observation, en direction de l'Orient, que ce sont là des éléments de représentation astrale du monde des dieux antiques qui survivent ici. En effet, il s'agit de rien d'autre que de symboles d'étoiles fixes
qui toutefois ont totalement perdu la netteté de leur contour grec au cours de leur migration séculaire, depuis la Grèce, à travers l'Asie mineure, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Arabie et l'espace. Et l'Espagne, pardon, excusez-moi. Comme il est impossible de donner une interprétation exhaustive de l'ensemble de la fresque dans le temps qui m'est imparti, je me limiterai à 3 représentations de moi, et de moi évidemment MOIS, des mois si vous voulez, et je me bornerai aussi à l'analyse iconologique, pour l'essentiel, des 2 régions supérieures consacrées aux dieux. Comme je vous l'ai dit, l'iconologie tient compte à la fois de la production de sens, qui est importante d'une certaine façon, mais qui n'est pas facile à dénouer, parce que même si là on a affaire à des compositions allégoriques, on pourrait dire bah, dans l'allégorie c'est facile. L'allégorie, ça fonctionne plus ou moins comme un rébus. Cette chose vient présenter un sens, cette autre chose présente un autre sens, mais non, ça n'est pas si simple. Parce que la peinture, ça pousse pas. Et du coup, ça veut dire qu'une forme prend forme. Elle ne prend pas n'importe quelle forme. Donc ça ne suffit pas de dire ici c'est la Vierge Marie, ici c'est l'ange Gabriel. Et hop, fini, on est débarrassé du sens. C'est pas du tout comme ça que fonctionne la peinture. C'est un monde de latéralité et d'opérations sous-jacentes qui fonctionnent par les choix déterminants qu'ont fait les peintres de figurer les choses de telle ou telle manière plutôt que de telle ou telle autre. Voilà. Et ça change tout. Et ça reste vrai, même dans une allégorie. Donc l'iconologie tient compte à la fois donc la discipline fondée par Abbé Warburg de ceci, de ce dont je vous parle, et également des conditions sociales d'apparition des œuvres d'art. Et là, ça touche vraiment à tous les aspects matériels, c'est important, enfin savoir comment les matériaux s'acheminent, qu'est-ce qu'ils coûtent, quelle est leur économie, qui commande, quels sont les liens réels de la sphère artistique, intellectuelle avec la sphère politique, de tel peintre avec tel aspect de la sphère politique. L'iconologie va faire jouer tous ces aspects pour regarder autrement les arts et les œuvres d'art. Je commencerai par la première représentation d'un mois, celle de Mars. Selon la chronologie italienne ancienne, il ouvre le cycle de l'année, que gouverne parmi les divinités Pallas, et parmi le signe du zodiaque, le bélier. Alors le Mars, je crois que je l'ai, et je crois qu'il est de Delcossa, donc on va regarder ça. Hop, 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 qu'est-ce que j'ai fait comme un con ? Comme je ne sais pas où est mon curseur, je viens de lancer un logiciel. Pauvre abruti. Il est bête ce garçon. Alors, le Mars, je l'ai. Voilà, Mars, Mars. On y va. Là, c'est un détail. On va essayer de regarder un peu autrement. Donc ça, c'est la partie inférieure, le registre de rez-de-chaussée de Mars. Voilà le triomphe de Mars. Au centre, ce dont parle Warburg, le bélier. Voilà, qui a quelques détails, là. On y reviendra tout à l'heure. Allez, on retourne au... Voilà, c'est le mois de mars. Qui est là. On y va. Je me tournerai ensuite vers la deuxième représentation, celle du mois d'avril, que gouverne Vénus et le taureau. Donc on ira aller voir après. Je crois qu'avril, j'ai aussi, je vérifie si j'ai tout trouvé. J'ai du mal à tout rassembler, mais juillet, avril, ouais. Et c'est Delcossa. Alors là, on n'a que 2 registres. Je sais pas si j'ai le bas. Si, voilà la partie inférieure. Ok, super. Voilà. Avril, voilà. Ah bah ça c'est contradictoire. Donc ça c'est censé être en avril aussi. Ouais. Et ça. Je sens qu'on va se marrer. Et c'est le taureau, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et le taureau. Et enfin, je prendrai le mois de juillet parce qu'une personnalité artistique moins affirmée, il laisse transparaître le programme théorique de la façon la plus nette. Bon. Donc on va essayer de voir ces trois-là et je crois a priori que j'ai les trois. Donc quand il va nous décrire des petits bouts, on devrait quand même s'en tirer. Ah, j'espère. Hein. Nous tenterons ensuite, en élargissant notre horizon à Botticelli, de saisir le monde des dieux païens à Ferrare, dans la perspective de l'histoire des styles comme un type transitoire entre le Moyen-Âge international et la Renaissance italienne. Mais avant de passer à l'analyse de l'anamnèse du monde des dieux païens, donc l'anamnèse c'est le moyen par lequel on fait remonter les souvenirs à la surface de la mémoire, donc l'anamnèse c'est la méthode pour se souvenir, si vous voulez, c'est le chemin affirmé, volontaire de la mémoire. Avant de passer à l'analyse de l'anamnèse des dieux païens dans le Palazzo di Schifanoia, il me faut encore tenter d'esquisser à grands traits les outils et la technique de l'astrologie antique. L'outil principal de l'astrologie, ce sont les noms des constellations, qui se rapportent aux deux catégories d'astres qui diffèrent par leur mouvement apparent. Les planètes avec leur cours irrégulier et les étoiles fixes qui apparaissent toujours dans la même position, les unes par rapport aux autres, et dont l'image devient visible selon la position du soleil à leur lever ou à leur coucher. Donc, comme vous le savez sans doute, à cette époque, les étoiles étaient censées être fixées sur des espèces de sphères cristallines dans le ciel, et donc n'être animées d'aucun mouvement. D'accord ? C'est de ces conditions de visibilité et de la position réciproque des astres que l'astrologie, une astrologie d'observation, faisait dépendre l'influence du monde des planètes sur la vie des hommes. Voilà, la nuance entre astrologie et astronomie à cette époque, c'est-à-dire depuis le poste d'observation du savant du XVe siècle, n'existe pas, à proprement parler. Les modalités de la connaissance superposent ces deux intentions, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fracture de sens qui soit proposé entre la valeur un peu transcendante comme ça de cette organisation du cosmos et son organisation elle-même. C'est de ces conditions, au fond l'astrologie n'est rien d'autre qu'un fétichisme des noms projetés vers l'avenir. Par exemple, si on était né en avril avec Vénus dans son ciel de naissance, on devait vivre conformément aux propriétés mythologiques de Vénus, comme une sorte de fonctionnement par contact. On est en plein dans la pensée magique, celle de l'analogie, hein, sous le signe de l'amour et des joies légères de l'existence. Ça marche un peu comme l'homéopathie, quoi. Vous vous faites piquer par une abeille, hop, eh ben on va prendre l'abeille écrasée, ah bah oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et si on est au monde sous le signe zodiacal du bélier, on était destiné à devenir tisserand. La légendaire toison du bélier en était la preuve. De même, ce mois serait particulièrement favorable à la conclusion d'affaires à propos de laine. Donc vous voyez, c'est très littéral du coup. C'est-à-dire qu'on va emprunter à la figure même de l'allégorie des propriétés extrêmement matérielles pour construire une espèce de prospective des devenirs, pour ligoter d'une certaine façon l'horizon des êtres humains. Pendant des siècles et jusqu'à nos jours, des raisonnements erronés, pseudo-thématiques de ce genre ont fasciné les hommes. Les progrès de la mécanisation de l'astrologie conjecturale produisirent, pour répondre à des besoins pratiques, un manuel d'astrologie journalière illustré. Les planètes, qui n'offraient pas un choix assez diversifié pour les 360 jours que comptait l'année, finirent donc par céder complètement la place à une astrologie des étoiles fixes, beaucoup plus large. Aujourd'hui encore, le ciel des étoiles fixes, d'Aratos, est l'outil premier de l'astrologie. Donc il parle d'Aratos de Solès. C'était un poète grec du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, qui n'était pas à proprement parler versé lui-même, enfin c'était pas un astronome quoi, mais il a composé un très long poème astronomique qui a servi de référence pour toute cette matière de la recherche, du savoir et ce qu'on va appeler des rêveries astronomiques. Il existe plusieurs manuscrits qui rendent compte du bouquin d'Aratos, dont certains sont illustrés. Il y a des traductions latines qui sont assez célèbres. Il y en a une de Germanicus qui est assez célèbre et qui est, je crois, enluminée. C'est c'est une traduction... je crois qu'il en parle plus tard. Le manuscrit de Leyde, qui est un codex carolingien.
Aujourd'hui, entre le ciel le ciel des étoiles fixes d'Aratos, donc Aratos, il le situe au IVe siècle, est l'outil premier de l'astrologie. Après que la rigueur de la science grecque ait réussi à faire des créatures passionnées de l'imagination, religieuses, des abstractions intellectuelles, c'est-à-dire des points mathématiques utilisables. L'astrologie hellénistique ne trouvait pas dans ce fourmillement, déjà surabondant à nos yeux, d'êtres humains, d'animaux et d'êtres fabuleux, une provision suffisante d'hiéroglyphes du destin pour ses prédictions quotidiennes. Il en résulta alors une tendance régressive à créer des formes nouvelles, véritablement polythéistes, qui dès les premiers siècles de notre ère donna naissance à une Sphera Barbarica, sans doute composée en Asie mineure par un certain Teucros. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? J'ai trouvé pas grand-chose, mais j'ai trouvé un site qui rend compte de ça. Alors, je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai pas encore eu le temps. Je vais vous filer le lien et on va le regarder rapidement. Il fait un petit tour. Ce site-là parle copieusement de ce Teucros. Ça, c'est le lien. Je ne sais pas si vous le voyez dans le chat, parce que tout à l'heure, j'ai pas réussi à envoyer un lien. Mais en tout cas, c'est ça. Je sais pas, il me semble que mon chat envoie mes messages non pas dans le live de Picket Stream, mais sur ma chaîne bande dessinée. Donc c'est possible que ce soit pas au bon endroit. Et comme je n'ai pas assez de bande passante pour me permettre d'ouvrir un onglet supplémentaire pour voir le live, du coup, ouais, c'est raté. Si je balançais une vidéo en ligne en même temps, je vis à la campagne, vous pouvez être sûr que ça planterait. Donc ce site, c'est ça, et je ne sais pas si vous avez pu voir le lien. Et là, il rend compte assez longuement de pas mal de trucs liés à ce Teucros et aux représentations qui y sont liées. La Sphera Barbarica. Mais il en parle un peu. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une description du ciel des étoiles fixes, enrichie des noms des astres égyptiens, babyloniens et d'Asie mineure, qui dépasse presque du tiers le catalogue d'Aratos. Le catalogue donc évoqué juste au-dessus. Franz Boll l'a reconstitué avec une finesse géniale dans sa Sphaera, et ce qui est de la plus grande importance pour la science moderne de l'art, il a retracé les étapes principales de son voyage, on dirait un conte de fées. Partie vers l'Orient et revenue en Europe, elle aboutit par exemple dans un petit livre illustré de gravures sur bois, où se trouve effectivement conservé un calendrier astrologique journalier d'Asie mineure, l'Astrolabium Magnum, qui a été édité par l'érudit allemand Engel et imprimé pour la première fois par Radoldt à Augsbourg en 1488. Alors ça, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fouiné un peu les bibliothèques des manuscrits. Je suis vraiment désolé. J'ai été chercher pas mal des... Alors, Julia Dran, on a besoin de te parler sur Discord. Est-ce que tu peux venir? C'est à moi que tu dis ça? Dis-moi. Je peux faire ça. Donc, tu me dis dans quel endroit? Là, je suis dans l'espace en live, donc tu peux passer là. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, on parlait de son journal. Et donc l'Astrolabium Magnum, je ne voulais pas trouver. J'en suis vraiment désolé. Ça a été édité par Engel au XVe siècle et je suppose qu'il existe des facsimilés. On doit pouvoir trouver ça dans les bibliothèques des manuscrits, mais là, la référence n'a pas été filée. Mais l'auteur en est un Italien qui est connu dans le monde entier, Pietro d'Albano. Alors lui, il est né à Terme, donc c'est à côté de Padoue, hein, c'est dans la Vénétie, c'est dans le nord de l'Italie, au XIIIe siècle, Pietro d'Albano. C'était un médecin, c'était un philosophe, c'était un astrologue, évidemment, italien du Moyen-Âge. Et ce que je vous ai montré comme image, ah bah oui, mais là on voit plus rien, je suis con. Voilà. C'est ça. Ce qu'on regardait à l'instant, ça, voilà. C'est en lien direct avec Pietro d'Albano, c'est le report d'un de ses modèles. Donc c'est un Padouan, enfin il est né à côté de Padoue. Il est contemporain donc de Dante et de Giotto.
La Sphera Barbarica de Teucros s'est perpétuée dans une autre division, qui correspond au texte grec conservé. La division en décans, c'est-à-dire en tiers de mois, comprenant chacun 10 degrés du signe zodiacal. Vous voyez comment c'est foutu. Donc il y a 12 figures, plus ou moins arbitrairement séparées en 3 décans. Les 12 figures... alors, je vais virer ça parce que ça encombre cet espace. Voilà, je vais mettre ça là. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour moi. Voilà, voilà, et voilà. Et ce type fut transmis à l'Occident médiéval par les répertoires astrologiques et les lapidaires des Arabes, c'est-à-dire les pierres sculptées, en anaglyphes, les pierres gravées. Alors, qu'est-ce que tu dis? Non, pas toi, Laurent. Vulga droit, c'est pas toi. Ah, d'accord. Autant pour moi. D'accord, d'accord. Ok. Non, mais ça me fait pas peur, juste. Je me suis gouré, d'accord. Faut pas faire dévier le streamer de son orbite. Mais c'est ça, le streamer est parti vraiment dans les limbes. Ainsi, la grande introduction de Abou Mazar, qui est mort au 9e siècle, la principale autorité à l'époque de l'astrologie médiévale, contient un triple synopsis de ciel d'étoiles fixes, donc 3 propositions, et elles sont toutes différentes apparemment les unes des autres. Elles appartiennent à des nationalités distinctes, mais dont l'examen scientifique plus précis révèle qu'ils ne sont constitués qu'à partir du fond même de cette fameuse sphéra grecque, enrichie ensuite par des apports barbares. Alors dans cette œuvre d'Abou Mazar, justement, on peut suivre encore une fois les pérégrinations aventureuses jusqu'à Pietro d'Albano. Donc le type dont nous parlions à l'instant, ce Padouan, enfin cet habitant de Terme, né au XIIIe. Parti d'Asie mineure pour arriver en Inde en passant par l'Égypte, la Sphera aboutit, sans doute via la Perse, dans cette Introductiorum Majus d'Abou Mazar, donc c'est le nom de son bouquin, qui a été ensuite traduit en hébreu par un juif d'Espagne, Aben Ezra. En 1272, cette version hébraïque a été traduite alors en français, à Malines pour l'anglais Hugo Bates, par l'érudit juif Hadjins, et cette version française servit en fin de base à un texte latin de qui ? De notre Pietro d'Abano, dont le texte va être établi au XIIIe siècle, à la toute fin du XIIIe siècle. Il a été réimprimé plusieurs fois. Alors moi, je l'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé illustré. J'en étais un peu déçu. Je voulais vous montrer une version illustrée, mais je n'ai pas trouvé. Il y a un fonds à Bivarbourg en ligne qui permet de retrouver à peu près toute la documentation possible de la Kulturwissenschaftliche Bibliothek de Warburg, mais sans les illustres. Donc c'est chiant. C'est un peu dommage. Hein. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais bon, je vous ai trouvé d'autres images, donc on pourra quand même se balader. Mais j'ai pas tout trouvé. Les lapidaires, qui enseignent l'influence magique des constellations décanales sur certaines sortes de pierres, sont arrivés eux aussi en Espagne en suivant le même itinéraire Inde-Arabie. Et je suppose que ces lapidaires, c'est le truc que je vous montrais juste avant. Ce truc-là. Regardez, on va le remontrer. Je pense que c'est ces choses-là. Bon, là, c'est un texte anglais, donc comme je découvrais ça cet après-midi, je n'ai pas eu le temps de le traduire pour vous en dire plus sur ces pierres-là. Il y en a 2 exemples qui sont donnés sur ce site, et je suppose que c'est ça. Parce qu'on est les Sphera Barbarica et la Sphera Grainica, je pense que c'est 2 interprétations lapidaires de la même source. Voilà, ce que vous voyez, ce ne sont pas les pierres elles-mêmes, par ailleurs, ce sont des empreintes qui ont été faites sur papier. On sait que vers 1260, la philosophie hellénistique de la nature connut un singulier renouveau, où ça, à Tolède, à la cour d'Alphonse le Sage. Les auteurs grecs qui devaient faire de l'astrologie alexandrine hermético-thérapeutique, donc un mélange savant de connaissances hermétiques, donc de connaissances sur la base d'un savoir sacré et de connaissances thérapeutiques. La nuance, souvent on imagine un monde complètement de l'Antiquité ou très séparé, mais à la période d'Hippocrate, il n'y a pas que la médecine hippocratique, il y a la médecine des fumigations. Et c'est pas parce on souscrit à l'une qu'on souscrit pas à l'autre. En fait, les Grecs vont de l'une à l'autre des médecines sans trancher obligatoirement, sans considérer qu'elles sont parfaitement contradictoires l'une à l'autre.
Donc les auteurs grecs qui devaient faire de l'astrologie alexandrine, donc relative donc à la période alexandrine, hermético-thérapeutique ou prophétique, un funeste bien commun de toute l'Europe, ressuscitèrent, traduit en arabe, dans des manuscrits espagnols illustrés. Toutefois, Bohle n'a pas encore inclus dans le champ de ses études l'astrolabe de Pietro d'Albano. C'est le titre du bouquin de Pietro d'Albano qui reprend tout ça et dont on peut voir la petite illustration là, ici, qui a été reprise. Les murs du Salone de Padoue ont l'air de grandes pages in folio, si on peut dire, tirées d'un calendrier de prédictions astrologiques journalières, inspiré d'Albano dans l'esprit même de cette Sphera Barbarica qu'on regardait tout à l'heure. Me réservant d'expliquer dans un essai ultérieur sur le plan artistique et de manière scientifique ce monument unique en son genre, je me contenterai ici juste de commenter une page de l'Astrolabe qui va nous conduire, enfin, où ça, aux fresques de Ferrare. Oui, quand même. On attend un minimum de rigueur, Abby. Hein, vas-y. Dans la moitié inférieure, on voit en bas 2 petits personnages insérés dans un schéma d'horoscope. Un homme tenant une faucille et une arbalète. Il doit apparaître au premier degré du bélier. Ce n'est autre que Persée, qui effectivement se lève en même temps que le bélier, et dont la harpe est devenue une faucille. Alors j'ai trouvé quelque chose d'à peu près semblable, qui pourrait se rapprocher de d'Albano. C'est ça. C'est l'astrolabe. Ah, j'ai pas retrouvé l'illustration en question. C'est un astrolabe plat. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne. C'est un livre d'astrologie avec ses illustrations. Ah, je ne crois pas que ce soit celui d'Albano, mais ça nous donne une très juste idée de ce dont est en train de nous parler Abby Warburg. C'est tout à fait ce genre de choses. Voilà, je vais vous le mettre là pour qu'on ait vraiment une vision centrale. Alors, la scène qu'il décrit, je ne l'ai pas chopée, mais on est vraiment là-dedans, quoi. Sur ce genre d'ouvrage et sur leur composition. Vous voyez tout autour des figures la construction de la situation astronomique, astronomico-astrologique. Je vais faire un zoom dessus, comme ça vous verrez bien comment c'est foutu. Voilà. Bon, je fais de mon mieux, mais ça marche à moitié là. Hop. Bon, on va dire que c'est à peu près lisible. Je suis vraiment désolé, je peux pas faire beaucoup mieux. Ça vous va ? Alors, où j'en étais ? Donc il décrit ce qu'il a pu voir sur une page de l'Astrolabe, qui n'est pas celle que nous sommes en train de regarder, mais que du coup on va pouvoir facilement imaginer. Un homme tenant une faucille et une arbalète. Il doit apparaître au premier degré du bélier. Ce n'est autre que Persée, qui effectivement se lève en même temps que le bélier, et dont la harpe est devenue une faucille. Au-dessus, on peut lire ces mots en latin. Au premier degré du bélier se lève un homme qui tient dans sa main droite une faucille et dans la gauche une arbalète. Et au-dessous, cette prédiction à l'intention des natifs du signe. Tantôt il travaille, tantôt il part en guerre. Rien de plus, par conséquent, qu'un plat fétichisme du nom relatif à quoi ? À l'avenir. Au-dessus d'eux, on voit 3 personnages qui sont dans le langage des astrologues et portent donc le nom de décans. Ils sont répartis par groupe de 3, comme vous pouvez le voir sur l'illustration qui est là. Hein. Donc 36 en tout, entre les signes du zodiaque. Le système de cette répartition remonte à l'Égypte archaïque, même si la forme extérieure des symboles décanaux, donc les symboles des décans, révèle clairement que derrière l'homme au bonnet et au sabre courbe, c'est encore Persée qui se dissimule. Ici, il gouverne en tant que prima facie, non seulement le premier degré du bélier, mais l'ensemble de ses 10 premiers degrés. Alors il suffit d'un coup d'œil sur le Persée authentiquement antique du manuscrit Germanicus de Leyde. Donc, je vous l'ai dit, hein, le manuscrit de Leyde, le manuscrit Germanicus, c'est un codex carolingien qui contient les chapitres des phénomènes. Et là, le manuscrit de Leyde, j'ai des extraits normalement. Alors il est où ? Je crois que c'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà, les Germanicus. Regardez comme c'est beau. Et j'ai plusieurs figures du manuscrit Germanicus. D'accord, on est dans des enluminures carolingiennes. Donc carolingien, 9e siècle. D'accord ?
carolingien relatif à Charlemagne, la période de Charlemagne, donc de la fameuse Renaissance carolingienne. J'en ai plusieurs de ces figures. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir celle dont parle Aby Warburg, mais bon, déjà, ça vous donne une très belle illustration de ce à quoi ça peut ressembler. Puis profitez-en, parce qu'on connaît beaucoup les enluminures médiévales, mais au fond, on regarde peu les enluminures carolingiennes, on les connaît moins bien. On pourra remarquer qu'elles sont très romanisantes. Hein. L'influence de l'Antiquité est encore extrêmement présente, quoi. Alors, donc un petit coup d'œil sur le percé authentiquement antique du manuscrit Germanicus de Leyde pour démontrer que le sabre courbe et le turban du premier décan ont fidèlement perpétué la harpée et le bonnet phrygien de Persée. Donc la harpée, c'est cette faucille. Hein, c'est la faucille, par exemple, avec laquelle Cronos a coupé les burnes d'Ouranos sur la demande de Gaïa. Elle lui a coupé les burnes avec une harpée. Est-ce qu'on l'a avec... Non, on l'a pas. Je ne l'ai pas dans les représentations carolingiennes. C'est dommage. Ça aurait été chouette d'avoir la figure dont il parle, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pas très grave. Vous pouvez vous la représenter, vous regardez les images, vous avez en tête au moins le style, et puis ça vous donne une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler la figure dont nous sommes en train de parler. Mais sur une table astrologique en marbre, qui date de l'époque romaine impériale, le célèbre planisphère de Bianchini, qui fut trouvé en 1705 sur l'Aventin et donné à l'Académie française par Francesco Bianchini, mesurant 58 cm de côté, soit exactement 2 pieds romains. Bon, alors lui, on peut le trouver, il est encore au Louvre. Les décans égyptiens apparaissent encore dans une stylisation authentiquement égyptienne. Et je me demande si j'ai pas chopé ça par ailleurs, la table Bianchini. Je vérifie, mais... Ouais, si, c'est ça. Voilà. Alors c'est très sombre, mais je peux pas vous l'avoir beaucoup mieux. Mais là, vous êtes en plein dedans, quoi. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, c'est un très bas relief, donc c'est assez difficile d'avoir les détails. Mais je vais vous laisser sur un joli petit coin. Les décans égyptiens donc apparaissent encore dans une stylisation authentiquement égyptienne. Le premier décan porte une hache à double tranchant. Alors, est-ce qu'on pourrait le voir? Ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai du mal à lire l'image, là, parce que je la connais pas beaucoup. Hein. Je découvre les détails avec vous. C'est pas des sections du Louvre que j'ai beaucoup visitées. Je les connais mal. Je me suis peu intéressé aux sections antiques du Louvre. C'est pas là où je passe le plus de temps, vous savez. Donc, du coup, j'ai forcément des grosses lacunes sur l'Antiquité, et notamment l'Antiquité égyptienne, même tardive. Hein. Je connais un petit peu les trucs plus tôt de la période romaine, donc après l'ère chrétienne, les 1er et 2e siècle. Mais l'Antiquité, elle, je la connais très mal. Donc, je ne sais pas grand-chose de cette section. Regardez juste avec moi donc, cette pierre de laquelle je ne pourrais pas vous donner plus de renseignements que ce que nous raconte Aby Warburg. Salut le raid, bienvenue à bord. La piété médiévale nous a même fidèlement conservé cette version-là du décan, portant la hache à double tranchant. Le lapidaire, dessiné à Alphonse le Sage de Castille, présente comme premier symbole des canals du bélier un homme au teint foncé, vêtu d'une courte robe ceinturée de sacrificateur et portant effectivement une hache à double tranchant. Mais il faut attendre une 3e série de décans, celle de l'auteur arabe Abu Mazar, pour retrouver enfin directement les figures énigmatiques de notre palais, du palazzo du Schifanoia, qu'on y revienne quand même un petit peu. Parce que je fais des détours, on fait des détours, et Aby Warburg fait des détours aussi. Et là, si je fais des détours sur un mec qui fait des détours, on n'est pas près d'arriver à notre cible. Dans le chapitre de sa grande introduction qui nous intéresse, Abu Mazar donne un résumé synoptique de 3 différents systèmes d'étoiles fixes. Le système arabe, en usage dans son pays, celui de Ptolémée, et enfin le système indien. Dans cette série de décans indiens, on a tout d'abord l'impression d'être entouré des fruits les plus authentiques de l'imagination orientale.
Et comme toujours, pour dégager de sa gangue l'image grecque primitive, cette iconologie critique exige qu'on écarte sans cesse des couches inattendues d'apports incompréhensibles. Ainsi, un examen plus approfondi des décans indiens donne les résultats suivants qui ne va pas nous surprendre. Des éléments secondaires véritablement indiens ont proliféré, recouvrant les symboles des astres qui étaient authentiquement grecs à l'origine. Car l'Indien Vara Amira, donc c'est au 7e siècle, l'autorité dont Abou Mahazar s'inspire sans jamais le nommer, le petit coquin, mentionne très justement dans son Brajataka, comme premier décan du bélier, un homme portant quoi? Une hache à double tranchant. Il écrit: au premier décan apparaît un homme noir, effrayant, aux yeux rouges, capable de protéger, portant autour des reins une étoffe blanche. Il brandit une hache, c'est un homme Dreskana, un homme décan si vous préférez, qui est gouverné par Mars, Baoma. Enfin, l'équivalent de Mars, donc, dans la cosmogonie indienne. Chez Abou Mahazar, on peut lire, quoi? On lit ceci. Les Indiens disent que dans ce décan se lève un homme aux yeux rouges, de stature élevée. Son courage est grand et ses sentiments généreux. Il porte une grande robe blanche serrée à la taille par une corde en guise de ceinture. Il est courroucé, se tient droit, surveille et observe. Les personnages concordent donc tout à fait avec la tradition, à une nuance près. Chez l'arabe, le décan a perdu sa hache, ne gardant que le vêtement ceinturé d'une corde. Il y a 4 ans, lorsque je lus le texte arabe d'Abou Mahazar dans la traduction allemande, les personnages énigmatiques de Ferrar, si souvent et depuis tant d'années interrogés en vain, surgirent à mon esprit. Et voici que l'un après l'autre, ils se révélèrent à moi comme quoi? Comme ces décans indiens d'Abou Mahazar. Le premier personnage de la région médiane de la fresque du mois de mars dut se démasquer. Alors on va essayer de regarder ça. Fresque du mois de mars. Hop. Allons-y. Je cherche. Elle est où? Elle est où? Alors, ça c'est quoi? Ça c'est août. Avril. Mai. Voilà, mars. Donc, est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier personnage de la région médiane de la fresque du mois de mars dut se démasquer. C'était bien le personnage noir, au regard scrutateur et courroucé, vêtu d'une robe serrée à la taille, dont il tient la ceinture de corde avec ostentation. On le voit là. On va zoomer. Est-ce que j'en ai en détail? Ce qui serait bien, évidemment. Hop. Ah non, je regarde dans mes images, je n'ai pas en détail. Donc on va devoir se satisfaire de ça. Bon. Image de piètre qualité. Mais qui vous donne une petite idée de ce qu'on est en train de regarder et de longs chemins tortueux qui a fait que l'espèce de... Comment on pourrait dire? Abby Warburg s'est donné toute sa vie à la sérendipité, évidemment c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand vous ne trouvez pas une solution, le meilleur moyen de la trouver, c'est de ne pas chercher quelque chose. Et vous serez dans une toute autre lecture, dans une toute autre recherche, dans un tout autre univers, et paf, le truc qui vous manquait pour faire le lien, il va arriver. Et c'est un peu de cette façon, d'une certaine manière, que lui a explosé l'évidence au regard de cette espèce de longue chaîne, comment on pourrait dire, cette longue chambre d'écho, en fait, d'un même motif originaire. Dès lors, on peut analyser sans aucune ambiguïté tout le système astral de la bande centrale. Par-dessus la couche inférieure du ciel grec des étoiles fixes, s'était tout d'abord déposé le schéma égyptien du culte des décans. Celui-ci a été recouvert par la couche des transformations mythologiques indiennes, qui dut alors traverser le milieu arabe, sans doute en passant par la Perse. Après que la traduction hébraïque fut venue brouiller les choses par un nouveau dépôt, le ciel grec des étoiles fixes, passant grâce à un intermédiaire français dans la traduction latine d'Abou Mahazar par Pietro d'Albano, déboucha dans la cosmologie monumentale du début de la Renaissance italienne. Et ce, justement, sous la forme de ces 36 figures énigmatiques de la partie médiane des fresques de Ferrar. Donc voilà à l'aune de quoi Abby Warburg se propose de mieux saisir ce qui se passe dans les étranges parties centrales qu'on peut voir ici, à chaque fois. En voici une autre, par exemple. Voilà. Les parties centrales.
les parties médianes des registres de ces fresques du Palazzo Schifanoia. Voici une autre, celle de Cosmetura, voilà, pour le mois de juillet par exemple. Voilà, des exemples typiques. Tournons-nous à présent vers la région supérieure, où se déroule la procession des dieux. Plusieurs artistes de niveau très inégal ont collaboré à l'ensemble de la série des fresques. Fritz Arck et Adolfo Venturi, donc qui sont des historiens d'art, ont accompli un travail difficile de pionnier dans le domaine de la critique stylistique. Et c'est aussi à Venturi que nous devons le seul document qui établisse Francesco del Cossa comme l'auteur des 3 premières représentations, mars, avril et mai. Une lettre autographe de celui-ci, datée du 25 mars 1470, riche d'informations et passionnante. En haut, sur un char solennel tiré par des licornes, nous apercevons, endommagé certes mais nettement reconnaissable, Pallas, la Gorgone, sur la poitrine et la lance à la main. Alors il a dit qu'on était en mars, c'est ça, hein, avec des licornes. Alors ça c'est pas mars. Est-ce qu'on est sur la bonne? Est-ce que c'est ça? Ça m'a pas l'air d'être ça. Est-ce qu'il aurait changé de fresque, le petit coquin? Il a bien dit que c'est là-dessus qu'on était. Hein. Ah si, je vois ici, visiblement, un faisceau qui peut bien avoir été une corne altérée. Ah non, c'est pas ça. Merde, laquelle est-ce? Où allons-nous trouver le triomphe à la licorne? C'est pas celui-là. C'est pas ça. Bah, ça, c'est celui que nous étions en train de regarder. J'en ai beaucoup d'exemples de celui-là, dites donc. Alors, est-ce que j'ai des zooms sur les autres triomphes? Est-ce que l'un d'entre eux... Non, là, c'est un char tiré par des lions. Là, c'est un char tiré par des bœufs. Là, c'est un char tiré par des cygnes. Là, encore par des bœufs. Ah bah dites donc. Bah, il semble que je n'ai pas celui où le char est tiré par des licornes. J'en suis désolé. Excusez-moi. J'ai rassemblé vraiment tout ce que je pouvais choper et c'est pas ça. Donc sur celle-là, à gauche, on voit le groupe des disciples d'Athéna, médecins, poètes, juristes, qu'une enquête plus approfondie permettrait peut-être un jour d'identifier comme des membres de l'université de Ferrare à cette époque, ça n'aurait rien d'étonnant. À droite, en revanche, nous plongeons nos regards dans un petit ouvroir ferrarais. Au premier plan, 3 femmes en train de broder, et derrière elles, 3 tisserandes à leur métier, entourées d'une troupe de spectatrices. Ah ça, je l'ai trouvé, ça. J'ai trouvé un joli gros plan sur cette scène. Alors, on va essayer de se trouver ça. Je sais plus où c'est. Où sont les tisserandes? Je l'ai, j'en suis sûr. Les voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de centrer un peu mieux cette image? Bon, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Parce que la partie inférieure est coupée. Mais on y voit quand même pas mal clair. Voilà les tisserandes. Qui sont attribuées sur ma DocuTech en mai. Ah bah si, en mai. Donc c'est moi qui ai déconné quand je cherchais les licornes. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est celle-là? Bah non, c'est pas des licornes. C'est des chevals. Bon, écoutez, je cherche pas. On s'en fout. D'accord, hein? On va faire comme ça. Ah, donc, nous plongeons nos regards dans un petit ouvroir ferrarais. Au premier plan, 3 femmes en train de broder, derrière elles 3 tisserandes à leur métier, entourées d'une troupe d'élégantes spectatrices. Cette société de dames, assise là de façon apparemment si anodine, fournissait aux adeptes de l'astrologie la prédiction antique concernant les enfants du bélier. Celui qui est né en mars, sous le signe du bélier, développera une habileté particulière dans le travail de la laine. Voilà comment Manilius, dans son poème didactique consacré à l'astrologie, le seul document de quelque ampleur qu'ait pu produire la littérature latine de la Rome impériale en poésie astroneutique, célèbre le caractère psychologique et professionnel du natif de Bélier. Donc il y a un petit extrait de ce texte de Manilius. Et son métier est de travailler la laine de 1000 diverses façons,
Tantôt de peloter la laine brute, tantôt au contraire de l'effilocher, tantôt de la filer, tantôt de manier le métier à tisser, tantôt d'acheter, de vendre divers vêtements en vue d'un bénéfice. Alors la parfaite concordance avec le poème de Manilius n'est pas fortuite. Ce qui avait complètement échappé à la recherche jusqu'à présent, c'est ça. Depuis 1416, le poème astrologique de Manilius faisait partie des classiques redécouverts par les érudits humanistes italiens, qui leur avaient redonné vie avec amour et enthousiasme. Dans un passage célèbre, il présente par ailleurs les divinités tutélaires des mois en ces termes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une revitalisation du champ, du territoire iconographique, dès lors que les Florentins, par exemple, redécouvrent les ekphrasis de Lucien de Samosate. Hop, ils décident, et à leur suite plein d'autres peintres, de tirer de ces textes qui les émerveillent une matière nouvelle pour l'iconographie, ce qui est une façon aussi, pour eux, de donner corps à leur fantasme de peinture antique en faisant apparaître ces peintures engouffrées dans le couloir des siècles qui leur font tant de défaut pour se représenter l'Antiquité. Bonsoir. Ah, j'entends une voix. Oui, c'est moi, c'est Captain. Ouais, c'est toi qui m'appelles. Vous l'entendez aussi, les gens? J'entends Klitsch, alors. Tu es dans le Discord, j'imagine? C'est Ou- ça, je suis dans le Discord, c'est pour prévenir que c'est le changement de live. Alors, j'arrive. Voilà. Il est dans le Discord. Donc, J'y vais. Je vais le rejoindre. Salut, Klitsch. oui, c'est Captain, mais c'est pas grave. Y a pas de souci, y a pas de Ah, c'est souci. Captain, mais je reconnais pas vos voix parce que. Il n'y a aucun problème. C'est juste pour dire que bah, comme c'est bientôt la relève, D'accord. il est minuit, donc c'est l'heure de la relève avec Tita. Ah bah écoute, il n'y a pas de problème, mais tant pis, c'est pas grave pour la suite. Je pense qu'ils ont vu plein d'images et, On sera pressé, hein. Alors, je vais couper ma musique parce que comme ça, je t'entendrai beaucoup mieux. Ce sera plus simple pour moi. Parce que je vous l'ai pas dit, mais je suis quand même sourd comme une bûche, moi, donc. Yes. Voilà. Donc, je dois pousser le son à fond pour vous entendre. Voilà. Bienvenue. Donc, je suis avec. Allô? Oui, oui. Ah oui. Alors, je suis avec Captain Homme et du Avec- coup, d'accord. référent le technique et je suis avec Tita du coup. D'accord, d'accord. Salut Tita. Tu as fait un raid tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Bah écoute, pas mal. On était en plein à Bivarbourg et effectivement, on a galopé. Mais ça, on a encore quelques minutes ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez prendre le relais maintenant? Bah en fait, nous on a comme condition de changer à minuit et c'était un peu les règles. Après, si t'en as pour vraiment 2 minutes, apparemment. Ah non, j'en ai pas du tout pour 2 minutes. Si on voulait, Ah, bah non, 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 si on non, voulait non. continuer sur à Non. Bivarbourg et finir le texte, il y en a pour 2 ou 3 heures de plus en fait. Oula, oula, oula. Ah oui, bah. Bah oui, Prime, alors. bah oui, Avec bah oui, plaisir. bah oui, un de ces quatre. Bon, j'inscris avec plaisir. Alors. C'est une lecture avec grand plaisir. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vous a un peu plu. Du coup, bah, je suis resté sur un seul texte. Comme j'ai pris beaucoup de temps pour vous montrer des images, eh bien, on n'a pas quitté à Bivarbourg, on n'a pas été lire Paul Veyne ni le reste. Bah, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour une autre On fois. continue la grève pour toi alors. Ah bah vous allez être obligé pendant quelques jours de plus. J'ai une dizaine de bouquins, donc quelques centaines d'heures de lecture, forcément. Voilà. Ah bah oui. Alors, moi, là je suis prêt moi. Je suis chaud également. Oh, yes. Ok. Bon. Donc, Fois 60. Écoute, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu donnes ton go quand tu vas arrêter et nous, on va reprendre derrière. d'accord, bah oui, écoutez, on va faire ça. Donc, je vais dire au revoir aux gens. J'espère que ça vous a un peu amusé tout ça, que vous avez appris quelques petits trucs à la fois sur l'Antiquité et sur la Renaissance. Bon, ce qui est très très bien, c'est quand même qu'on a réussi à raccorder les wagons. C'est qu'on a lu cette interminable suite d'images appartenant au monde de l'Antiquité pour comprendre comment ça a fécondé la compréhension des fresques du XVe siècle. Et j'espère que pour vous, bah, c'est un peu plus clair que vous avez compris déjà sur quelle base se fonde l'iconologie warburgienne, comment elle a transformé la relation aux œuvres d'art et la façon de les questionner, de les comprendre, de les aimer, et taratati, et taratata. Et voilà. Bon, n'hésitez pas évidemment à vous plonger dans Abbey Warburg et bah revenez quand vous voulez. Voilà, donc on va faire un petit compte à rebours, hein, c'est ça? Un compte à Warburg. On fait comme ça. Ouais, on va On faire le fait avec Tita. Ok, donc je fais 1, 2, 3, 2, 1, et puis à 1, je clique sur arrêter le streaming. C'est ça. Et c'est bon comme ça?
On Bon, va faire comme ça, ouais. eh ben, on va faire ça. Allez, je vous embrasse.